J'ai acheté mon premier camion neuf, qui était un DAF. En fait, j'ai fait de la compétition automobile de 2013 à 2018. Donc oui, on a eu un petit souci puisque je me suis fait arracher ma porte. Et donc en 2019, j'ai fait un camion donc, pour les 50 ans de l'entreprise. Ouais. On est parti au Mans et... Ah, l'émotion est là encore. C'est vrai? Ouais. Oh. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de 90 km/h. Aujourd'hui, on est avec Frédéric Bertrand qui va nous parler de lui, de son histoire et de son entreprise. Bonjour Frédéric, merci de nous accueillir. Bonjour, merci. Merci à vous d'être venu. Mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement, s'il te plaît? Eh bien, donc je m'appelle Frédéric Bertrand, je suis gérant de l'EURL Bertrand, qui existe depuis 2006. Donc j'ai 2 enfants et je suis remarié avec Jennifer qui a 3 enfants et qui travaille avec moi. Ça fait une grosse famille. Voilà, ah bah, les miens sont grands puisque 26 ans et 30 ans, donc ils sont plus à la maison. Ok, super. Ok, on parlera un petit peu du rôle de Jennifer dans l'entreprise un petit peu après. D'accord. On va commencer par parler de toi. Oui. Du coup, tu fais partie de la génération qui a fait son service militaire, c'est ça? J'ai fait mon service militaire en 92. Donc j'étais de la classe qu'on appelait à l'époque de la classe 08-92. Donc j'ai fait l'armée au mois d'août pendant 10 mois. Donc j'ai commencé mes classes à Chaumont, dans la Marne, et ensuite j'ai été muté à Tours, à l'école du train. Ok. Et c'est à ce moment-là que tu as passé le permis, je crois? J'ai passé mes permis donc à l'armée, puisque j'étais mécanicien automobile. Donc j'avais CAP, BEP, mécanique auto. Et donc du coup, j'ai intégré le garage à l'armée de Tours pour faire de la mécanique auto et poids lourd. Et comme j'avais pas mes permis, ils m'ont fait passer mes permis. Directement là-bas, à l'armée, poids lourd et super lourd. Puisqu'on faisait les dépannages après et on emmenait les camions de Tours à Nouette aussi. Donc à Nouette qui est juste à côté de la Sainte-Maure. Sainte-Maure, ouais. Ok. Et après l'armée, du coup, tu as commencé... Donc je suis sorti de l'armée et je cherchais du travail. Donc j'ai été voir le maire de mon village, qu'à l'époque ça se passait comme ça, qui a appelé un de ses copains qui était maire et il a dit, ah bah tiens, c'était monsieur Savoie, le maire de Pouzet, et il a dit, bah lundi matin, hop, tu déboules à Chambray à l'usine et on va te trouver du travail. Donc j'ai travaillé 1 an chez monsieur Savoie et je faisais des poutres en ferraille. En fait, on fabriquait des poutres en ferraille pour mettre dans des armatures pour mettre dans le béton en fait. Donc voilà, il avait sa fabrique là-bas et on fabriquait ça à l'usine toute la journée. Et après, tu as décidé de changer de voie? Donc du coup, j'ai été 1 an chez monsieur Savoie et ensuite je suis rentré à la base Intermarché à Noyon-de-Touraine. Donc je suis rentré comme préparateur. J'y ai été 4 ans comme préparateur et ensuite la base donc, a récupéré plusieurs départements de livraison, ils cherchaient des chauffeurs et du coup je suis rentré chauffeur en 98 à la base et je suis resté à la base jusqu'en 2011. Et pourquoi tu as voulu changer de métier dans la même entreprise? Enfin, comment tu es passé de préparateur à chauffeur routier? Parce que quand je suis arrivé en fait il n'y avait pas besoin de chauffeur et donc du coup... Mais tu voulais être chauffeur et c'est pour ça que oui, alors je suis rentré là-bas pour travailler et après l'opportunité a fait que j'ai pu conduire. Donc j'ai pas passé mes permis, mais je suis parti en formation avec des chauffeurs et du coup je suis resté chauffeur après. Donc j'étais chauffeur base, parce qu'il y avait des chauffeurs base et ce qu'on appelait des tractionnaires à l'époque. Et donc ça c'était jusqu'en 2011, mais tu as dit que l'entreprise avait été créée en 2006. Oui, alors j'ai créé, donc mon papa avait un garage automobile qui faisait aussi station de lavage, station-service, atelier de carrosserie, et il faisait du fioul, mais alors très peu. D'accord, il livrait aussi un peu de fioul. Il livrait un peu de fioul dans la journée, et du coup ça m'a plu. Donc j'ai gardé l'activité juste fioul. Donc j'ai recréé l'entreprise Bertrand, Frédéric en fait, puisque ma maman a arrêté le 31 août 2006 et moi j'ai repris le 1er septembre 2006 en fait le lendemain. La passation, la passation s'est faite, mais il fallait que je crée mon entreprise puisque je n'avais pas de dépôt. Donc j'ai créé un dépôt, j'ai enterré une cuve de 60 000 litres, il y a eu tous les travaux, donc tant que tout se fasse, ça demandait 5-6 mois, début d'année 2006, et donc j'étais opérationnel au mois de septembre. Mais entre-temps, donc la passation elle se fasse directement. Voilà, donc j'ai fait de septembre 2006 à août, je crois, de mémoire, août 2011, je roulais la nuit pour Intermarché et la journée, je faisais le fioul pour moi. Donc c'était un gros rythme. C'était C'était des grosses journées. Bon, à l'époque, j'étais divorcé, donc j'étais tout seul et j'ai fait que travailler. Voilà.
Donc, et après, au fur et à mesure, en 2000, en 2000, je sais plus, je suis perdu, je suis là. Donc en 2000, je ne l'ai pas marqué, 2010. Alors donc en 2010, il y a un chantier qui est arrivé puisqu'il y a eu on a fait la voie SNCF TGV Tours Bordeaux. Oui. Donc la Tour Bordeaux. Et du coup, ils cherchaient un marchand de fioul pour D'accord. ravitailler le chantier des archéologues. Ah oui, les engins Les fouilles en fait. qui font Ouais, les fouilles. qui faisaient les fouilles avant que la ligne arrive en fait. Ok. Donc j'ai travaillé pendant quasiment 2 ans sur la ligne, donc de 2010 à 2012. Et en fait en 2011 j'ai dit allez, j'arrête Intermarché parce que le fioul commençait à prendre trop de voilà, place dans et la puis, vie. et puis il va arriver un problème aussi parce que c'était des journées entre 15 et 16 heures. Donc j'ai dit on va arrêter, hein, on va se consacrer. Et puis voilà, donc on est parti à faire que du fioul. Et puis on y est depuis maintenant 2006. Et ensuite, donc j'ai commencé à vendre aussi des lubrifiants. Donc en 2015, donc des huiles pour les tracteurs, pour tout ce qu'on fait, de la graisse. Ok, pour l'agriculture, pour les garages automobiles. Donc ça, j'ai commencé ça en 2015. Ok. Et donc jusqu'en 2021. Donc je suis monté tout seul, en plus avec le fioul. Je faisais à peu près entre 20 et 25 tonnes par an d'huile, que je livrais le soir après le fioul. Ah, c'était en plus En plus du fioul, en fait, je vendais des huiles. Donc quand je passais chez les agriculteurs livrés, je leur proposais de l'huile et ils me disaient, bah tiens, il me faut 50 litres de ça ou 100 litres de ça. Donc je chargeais la voiture le soir et je leur emmenais de l'huile le soir. Donc plutôt que de faire Intermarché la nuit, c'était l'huile. C'est vendre de l'huile, voilà. Et donc du coup, après ça a pris un peu de volume et de proportion. Donc j'ai embauché un salarié à mi-temps, qui était un ancien commercial de l'automobile. Et donc du coup, qui a fait ça de 2018 à 2021. Donc Gilles était là, il s'occupait vraiment que de l'huile. Donc j'ai pu continuer. Pour faire uniquement le fioul et avoir un train de vie un peu plus Parce confortable. qu'à côté de ça, Jennifer ne travaillait pas encore avec moi et du coup, il fallait que je fasse la facturation, il fallait que je fasse tout ce qui était paperasserie à côté. Donc, voilà. Et donc, justement, Jennifer, elle a intégré l'entreprise en 2020. Oui. C'est l'année où vous êtes mariés aussi, il me semble. 2019. En 2019. Comment ça s'est passé parce que... En fait, c'est une ancienne coiffeuse. En reconversion et du coup elle en avait un petit peu marre de la coiffure et je lui ai dit bah écoute va passer un diplôme de comptable. Donc elle est partie 6 mois à l'AFTEC à Chinon, elle a passé un diplôme d'assistante comptable qu'elle a réussi et du coup je l'ai embauchée donc je l'ai embauchée en février 2020. Donc je l'ai embauchée en février 2020 et ça va faire 5 ans qu'elle est dans l'entreprise. Et en 2020, c'était une grosse année pour elle, puisqu'elle a passé ça, elle a passé son permis poids lourd, sa formation ADR et sa formation produits pétroliers. Voilà, elle a tout fait dans l'année. Voilà, elle a eu plein de diplômes dans l'année. Ok. Voilà. Ok, super. L'entreprise, elle est familiale, donc on l'a vu, parce que tu as repris l'activité de ton papa. Elle est aussi locale. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la région et à quel point tu t'es attaché? Donc moi je suis né à Sainte-Maure-de-Touraine, donc à 10 km d'ici. J'ai 52 ans et ça fait 52 ans que je suis à Saint-Épin. D'accord. Donc mon papa est né à Saint-Épin, lui, et il était connu de tout le monde. Donc voilà, en fait, les gens ont continué aussi à m'acheter du fioul parce que j'étais le fils à William. Donc c'est l'enfant du pays, c'est... Ok. Voilà. Ok, d'accord, je vois. Donc, l'entreprise Bertrand, elle propose 2 types de combustibles. Il y a le gaz de chauffage et le fioul de chauffage. Le fioul de chauffage et le GNR. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont déjà les différences entre ces 2 types de combustibles? Donc, le fioul de chauffage est essentiellement réservé pour tout ce qui est chaudière. Chaudière pour chauffer les maisons. Et le GNR, donc ce qu'on appelle du gasoil non routier, c'est exclusivement réservé à l'agriculture, au TP et aux engins de chantier. On ne peut pas en mettre ni dans les voitures ni dans le chauffage. Voilà. D'accord, donc il ne faut pas que ça se mélange. Voilà, il ne faut pas que ça se mélange. Ok. Et je crois que tu m'avais expliqué que le GNR, pour le reconnaître, il y a un colorant dedans. Alors les deux, ils ont chacun leur colorant, mais les 2 carburants sont roses.
Ok. Voilà. Alors la différence avec du gasoil voiture, ce qu'on met dans les voitures en fait, le gasoil, nous, il est blanc ou il est jaune. À peu près, il y a un colorant un peu jaune dedans. Tandis que là, c'est exactement comme du fuel, comme du gasoil de voiture, sauf qu'il est rose. Et c'est comme ça qu'on le reconnaît et on sait qu'il est exclusivement réservé aux Aux agriculteurs, voilà. Okay. Alors sachant que les agriculteurs, depuis début juillet 2024, en fait, il est détaxé pour eux. Donc on achète du GNR détaxé. Ouais. Avant, il était taxé et il récupérait ce qu'on appelait la TICPE. Donc il faisait une demande à l'État pour récupérer, entre guillemets, un pourcentage, c'était un montant, donc 200, à peu près 240 € pour 1000 litres qu'il récupérait. Okay. Et du coup, aujourd'hui, cette partie est carrément enlevée. Donc on l'achète sans. Et par exemple, comme les communes, les particuliers qui ont besoin de GNR pour un tracteur dans les bois, donc ils l'achètent et on leur rajoute leur taxe. On rajoute cette fameuse taxe dessus, qu'on redonne, nous, qu'on reverse aux douanes tous les trimestres. Ok, donc c'est vous qui faites l'échange. C'est nous qui faisons l'échange. Ok. Ce qui amène un travail supplémentaire à Jennifer, puisqu'il faut que tout soit au litre près, puisqu'on redonne des taxes à l'État. Donc au litre près, il faut qu'on soit bon. Ok, il faut faire attention. Voilà, entre tout ce qui rentre et tout ce qui ressort, il faut qu'on soit pile poil. Ok. Il me semble que pour le chauffage, tu as une référence et pour le GNR, tu as une référence aussi. Oui, j'ai choisi de faire de la qualité en fait. Ouais. Donc je n'ai que du fuel Ruby Force Plus et du GNR Traction Force Plus qui viennent chez mon fournisseur historique qui est le groupe Avia Picotti qui sont à la souterraine. Et tout ce fuel là en fait monte de La Rochelle puisque il n'y en a pas à Tours en fait. Et au dépôt de Saint-Pierre-des-Corps, il n'y en a pas, donc tout vient de La Rochelle et qui est monté par les transports Provo. Une société de transport de Matah en Charente. Ouais. Voilà. Et en fait, j'ai rencontré Jérôme à Nogaro. Oui, sur un rassemblement. Sur un rassemblement de camions. Donc on se connaissait par les réseaux sociaux. Et en fait, on s'est rencontrés physiquement. On a commencé à parler. J'ai dit que j'avais un autre transporteur. Il m'a dit je suis beaucoup plus cher qu'eux. Je dis c'est pas grave. Tu me fais un prix, tu me fais ton prix et puis on verra. Donc on s'est revus ensuite aux 24 heures du Mans Camion. On a rediscuté. Il m'a fait un prix et comme il n'y avait quasiment pas d'écart avec mon autre transporteur. Je lui ai dit allez, la première année on a fait moitié-moitié avec mon autre transporteur, et puis on a eu quelques soucis. Alors j'ai dit à Jérôme, bon écoute, si tu es capable, le choix était vite fait. Le choix est vite fait, tu as entre 80 et 100 tours à faire à l'année, est-ce que tu es capable de me les faire? Donc Jérôme m'a dit oui, on s'organisera, je te ferai tous tes tours à l'année. Donc du coup c'est comme ça que j'ai rencontré Jérôme, et c'est Jérôme qui me fait tous mes tours, et il monte tous les 2-3 jours à peu près de La Rochelle. Oui, c'est ça, on avait rencontré Nicolas qui était venu un matin. Donc ils arrivent le matin, il est 8h, entre 8h et 8h30. Ils chargent entre 3h30 et 4h à La Rochelle. Il fait la route la nuit. Et ils montent directement. Et après, soit ils remontent sur Tours faire un chargement, ou ils redescendent à La Rochelle pour refaire un deuxième tour derrière. Ok. Voilà. Nous, on avait rencontré Nicolas. Quand on a tourné la journée marchand avec toi, comme ça on a eu l'expérience complète de ta livraison à toi et après des livraisons que tu fais toi. Des clients. Ok, super. Oui, non, tu as choisi ces références-là parce qu'elles sont plus qualitatives que alors c'est ce qu'on appelle des fuels de très haute, alors pour le chauffage ou pour le GNR, c'est des fuels qu'on appelle des fuels de très haute performance. D'accord. Ça consiste en quoi? Eh bien donc c'est des fuels qui sont additivés par rapport à un fuel ordinaire. Et donc vous avez une consommation un peu plus faible par rapport à du fuel ordinaire. On encrasse beaucoup moins les chaudières. Si les cuves sont dehors, c'est du fuel qui descend, il a une température de filtrabilité jusqu'à moins 24 degrés. Donc le point d'écoulement est de moins 24. En fait, c'est comme le fuel, en fait, c'est comme du Ricard, ça fait des paillettes. Ça gèle pas, ça fait des paillettes comme dans une bouteille de Ricard. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle le point d'écoulement. En fait, ça fait des paillettes et ça fige. Ok, bon, moins 24, on ne va pas l'attendre en France normalement. On est prêt tranquille. Et donc, et le GNR, c'est pareil. Il y a de l'antioxydant, il y a de il y a des trucs qui font l'antibactérien, c'est des fuels qui sont beaucoup plus, beaucoup plus travaillés, c'est pas le mot, mais ils sont additivés pour être tranquille parce qu'aujourd'hui on est sur des tracteurs, c'est comme des moteurs de camion. Donc il faut que ça soit, on peut plus mettre n'importe quoi dedans. Puis ça leur fait aussi moins d'entretien après pour les agriculteurs. Et la différence avec un GNR ordinaire, c'est qu'un GNR ordinaire l'été, on change tous les 6 mois. Il y a un GNR d'été et un GNR d'hiver. Donc l'été, dans l'ordinaire, on est à 0 degré. Et l'hiver, on passe sur du moins 15. Alors que du traction,
L'été, on est déjà sur du moins 15, et l'hiver, on descend sur un carburant qui est à moins 24. Donc comme ça, on est encore plus large. Voilà, même si on mélange de l'été et de l'hiver, on est à peu près tranquille. On sera toujours au minimum à peu près à moins 15 degrés. Donc comme ça, on est tranquille. Voilà. Pour les éleveurs, les élevages, ils sont tranquilles, ils sont sûrs de ne pas tomber en panne. Ouais. Ça fluidifie aussi leur activité. Ah oui. Moi, quand j'ai commencé, on avait quasiment que du fioul ordinaire. Et ben, le fioul figé dans les filtres, en fait. Ah oui, t'as vu vite la différence. Ah oui, il n'y a pas eu de secret. Ouais. Quand j'ai passé au fioul rubis, en fait, donc il est toute l'année à moins 24, on est forcément beaucoup moins embêté. Et c'est pour ça que j'ai fait un choix d'arrêter l'ordinaire, de faire que du rubis. Et quand le GNR est arrivé donc en 2011, il a fallu refaire des cuves sur le dépôt, puisque j'avais qu'une cuve. Une cuve de 60 000 litres. Donc là, sous le bureau où on est là, sous mon bureau, il y a une cuve de 60 000 litres qui est compartimentée en deux, qui fait 40 000 litres et 20 000 litres. Et donc quand le GNR est arrivé en 2011, je n'avais pas d'essai de stockage. Donc on a fait une cuve aérienne, on a fait un gros bac de rétention, une cuve aérienne qui est derrière le bureau là, et qui fait 50, j'avais pas le choix, j'ai pu faire que 50 000 litres par rapport à la longueur. Donc on les compartimentait en 35 et en 15. Ok, donc il y a toujours 2 compartiments. Alors, on n'est pas obligé, mais moi quand je l'avais fait, en fait, je savais que quand, parce que là j'ai un téléjaugeage électronique maintenant, mais avant j'avais pas. Donc je savais que quand ma 40 000 litres était vide, il me restait 20 000 de l'autre côté, donc je recommandais une semi, et on avait des jauges, mais c'était des jauges à tirette en fait. On tirait, et donc on s'est équipé d'un téléjaugeage électronique, et donc comme ça je surveille au litre près ce qu'il y a dans mes cuves. Donc ça c'est plus simple aussi. C'est beaucoup plus simple. Pour les commandes et pour savoir comment est-ce que tu dois te faire livrer. Voilà. Ok, super. Justement, pour parler des livraisons, c'est quoi le carburant le combustible, pardon, que tu livres le plus? Alors, ce que je livre le plus, c'est du GNR. Alors, ça fait à peu près 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de GNR, 1 tiers de fuel. Il y a 5-6 ans, il y a 5-6 ans, on était kiff-kiff, moitié-moitié à peu près. Donc on a perdu un petit peu de volume, mais on les a rattrapés quasiment aussitôt. Parce que donc de GNR, je reprends. Donc le GNR, donc le GNR, en fait, les cuves chez les agriculteurs, c'est des grosses cuves en fait. Oui. Et ils ont. Parce qu'ils consomment beaucoup. Oui, un agriculteur en moyenne, on consomme s'il n'y a pas d'élevage, autour de une quinzaine de 1000 litres, 15 000 litres à peu près dans l'année. 15 000 litres, alors si une petite ferme, après j'ai des grosses exploitations qui arrivent à 80, 100 000 litres à l'année. Il y a une dizaine de tracteurs, il y a. Voilà, après il y a du personnel, il faut que ça. Oui, forcément, il faut que chacun ait son outil de travail. Il faut que tout le monde ait son outil de travail. Après là-bas, c'est des cuves de 10 000 litres, j'ai un autre qui en a une de 12 000 litres. Donc quand j'y vais, je pars avec le Scania et je vide le Scania qui fait 12 000 litres. Voilà. Et après en fuel c'est beaucoup plus petit puisque les cuves en moyenne, à part dans les châteaux ou les grosses propriétés, à l'époque ils posaient des cuves qui faisaient 5-10 000 litres pour le chauffage. Mais maintenant les 3/4 c'était des cuves en plastique et les plus grosses en plastique elles font 2500 litres. Donc en moyenne, en général en chauffage on a une cuve qui fait à peu près 1500 litres. Et comme les clients n'attendent jamais qu'elle soit vide, on est toujours, on tourne à peu près. Chez un particulier, entre 500 et 1500 litres, grand maximum. Ok, mais du coup, ils consomment quand même une quantité certaine de fuel à l'année pour le chauffage, donc tu retournes plusieurs fois dans l'année. Il y a des clients qu'on voit 2 fois ou 3 fois dans l'année. Ok. Voilà. Et justement, le fait, je crois que tu es sur un périmètre de livraison de 30 km. Je suis, à peu près. D'ici, allez, un petit rayon de 30 km, à peu près. Et en dehors des agriculteurs, tu as beaucoup de clients parce que moi j'ai jamais vécu dans une maison qui se chauffait au fioul. D'accord. Oui, il y en a encore beaucoup au fioul. Même si l'État voudrait qu'on supprime le fioul, on en est loin, très très loin. Voilà, beaucoup de gens sont passés à la pompe à chaleur parce qu'ils ont eu des aides de l'État, les fameuses pompes à chaleur à 1 euro, voilà. Mais après, on est à la campagne, c'est pas des pavillons neufs, c'est pas. C'est reste des vieilles maisons, même bien isolées, soit du fioul, soit du gaz. Il y a très peu de concurrence à côté. Si on met une pompe à chaleur dans une vieille longère, je suis pas sûr que le résultat soit le même. Où la facture d'électricité va être très très élevée.
Et puis en plus, dans le coin, il y a plein de châteaux, donc il y a plein de cuves à remplir. Il y a très beaux domaines dans le coin. Où on a fait la journée immersion, donc on a été au château de Lillette, mais j'ai le château de Nez à Vont-les-Roches, j'ai le château de Fontenay à Lignières. Il y a de très très belles propriétés en Touraine. Et puis après, il y a des très belles... Il y a pas mal de petites cabanes au fond du jardin. Quand même. Oui, des belles cabanes. Je voulais juste revenir, Frédéric, tu m'as parlé du chantier de la SNCF qui a été un peu le basculement dans ta carrière, mais il y a eu d'autres chantiers qui ont été importants aussi pour l'entreprise. Oui, j'ai fait le chantier de l'élargissement à 10 entre Veigné au sud de Tours et Sainte-Maure-de-Touraine, donc qui est passé en 2 fois 3 voies. Oui. Donc je l'ai fait de décembre 2019 à décembre 2023, donc j'ai été 4 ans sur le chantier. Donc on peut dire jour et nuit presque. Ouais. Tu fais partie de l'autoroute. On peut dire que je sais où est exactement le tel point kilométrique, je connais l'autoroute par cœur. Okay. Donc on a fait au plus haut qu'on est monté, on faisait une 50aine d'engins par jour à remplir, puisqu'il n'y avait pas de grosse cuve, en fait on faisait engin par engin, on remplissait tous les engins un par un tout le long de l'autoroute. Donc tous les soirs ils m'envoyaient des textos. En me disant, tiens, t'as telle pelle qui est là, t'as tel engin qui est là, t'as tel... Donc ensuite, j'avais des feuilles, je m'étais fait des fichiers Excel. Donc je notais tous les points. Je faisais ma petite tournée sur l'autoroute, en fait. Et je partais, il était 3h le matin, pour qu'ils puissent jusqu'à 8h, 8h30 le matin, pour que les gars puissent s'embaucher et que tous les engins soient pleins. Et ça prend beaucoup de temps à remplir les cuves? Alors, les engins, je mettais entre 5 et 6 heures par jour à faire la tournée quand il y en avait une 50aine. Donc on partait de Sainte-Maure, alors il y en avait sur l'autoroute, mais il y en avait en dehors de l'autoroute, puisque quand ils travaillaient à l'extérieur de l'autoroute, on ne peut pas sortir de l'autoroute comme ça. Donc surtout s'il y a une construction. Voilà, donc je faisais l'aller, je faisais le retour, et quand je pouvais sortir, il y avait ce qu'on appelait des portes de secours, donc là je pouvais sortir par les portes. Et je faisais ma petite tournée comme ça, à droite, à gauche, dans tous les sens. Et quand ils ont fait les enrobés, en fait les enrobés, ils ne s'arrêtent pas. Donc il fallait remplir en même temps, les engins, avec en fait j'étais devant et quand ils mettaient le goudron, je suis en train de chercher le nom de l'engin, je ne l'ai plus, c'est pas grave. Et en fait, on remplissait et elle avançait au fur et à mesure. Donc fallait pas traîner. Parce que sinon, en fait il n'arrêtait pas la machine. Donc il fallait que le camion soit à 20, 25 mètres devant, 30 mètres. On tirait 30 mètres de tuyau, on remplissait. Et au fur et à mesure, il y en a un qui tenait le tuyau pour le renrouler. Voilà. Et ça a duré combien de temps, la période d'enrobage comme ça un bon mois et demi. Et du coup, tu faisais que ça à ce moment-là? Ah non, je faisais mes clients à côté. En plus? Voilà, donc quand j'avais plus d'heures, c'est Jennifer qui prenait le camion et... Oui, comme elle avait passé son permis. Comme elle avait tous ses permis, et voilà. Je faisais le passager sur le chantier de l'autoroute, c'est elle qui conduisait, et je faisais le manœuvre. Elle faisait le chauffeur et je faisais le manœuvre. Donc voilà, ça durait 4 ans comme ça. C'est des périodes intenses quand même. Ah oui, les plus grosses journées, on fait quasiment 20 heures. Voilà, donc on partait le matin à 3 heures, et quand il y avait 2 ou 3 tournées d'enrobés, on repartait, c'était à peu près toutes les 8 heures, le changement de poste, donc toutes les 8 heures, il fallait refaire le plein des machines. Oui. Voilà, donc ça occupe un moment. On était bien contents quand c'est fini. On trouve qu'il n'y a plus de travail en fait. À ce moment-là, on retravaille une dizaine d'heures par jour, donc tu te dis, il n'y a plus de travail, je ne fais plus rien. Pourtant, vous avez quand même observé une hausse de 5,11% en 2024. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de travail, vous en avez quand même pas mal. Oui, il y en a. Mais on avait l'impression de ne plus avoir de travail en fait. Puisque l'activité, on faisait des heures, mais beaucoup moins. L'activité, je ne vais pas dire qu'il y a plus de maisons au fioul. Je vais dire qu'il y a moins de livreurs en fait. Ok, du coup tu as récupéré les on récupère les clients en fait les gens partent à la retraite. Et il y a 5-10 ans encore, les grosses sociétés pétrolières rachetaient les petites entreprises comme nous pour récupérer du client, pour récupérer les volumes. Aujourd'hui, ça ne les intéresse plus. Donc la porte se ferme, les camions restent dans la cour. Et il y en a 2 que je connaissais bien et qui ont dit non, tiens, va acheter ton fuel chez Bertrand. Donc voilà, c'est du bouche à oreille et on récupère quelques clients à droite, à gauche. Mais vous avez quand même des clients ancestraux depuis le début. Ah oui, j'ai des clients qui étaient déjà à papa, moi. Oui, en plus. Des clients qui sont fidèles depuis des années. Et j'ai une clientèle qui est très fidèle parce qu'on a un petit rayon.
Oui. Et même dans le milieu agricole, tout le monde se connaît, ou même chez les particuliers. Tiens, tu prends ton fioul chez qui? Ah moi je l'ai acheté là-bas, je l'ai acheté moins cher que toi. Et puis voilà, puis on récupère des clients comme ça, ou même les réseaux sociaux. Oui. Quand on fait un peu de pub à droite, à gauche, et comme hier matin, j'ai fait un client sur la commune des Ormes dans la Vienne. J'ai vu sur Facebook et je suis en panne de fioul. Je viens demain matin, je vais venir vous dépanner. Justement, vous avez quand même cette capacité à arriver le lendemain pour pouvoir livrer. Enfin, peut-être pas à chaque fois, mais alors quand même, en fait, Jennifer fait que la compta et le secrétariat. Et moi, en fait, je gère tout ce qui est client. Donc les clients m'appellent uniquement sur mon portable. Je me laisse des messages que les 3 quarts du temps, quand je suis en livraison, en conduite, je ne décroche pas. Donc je rentre le soir, je liste tous mes clients et mes tournées du lendemain sont faites la veille. Donc un client qui est en panne peut être dépanné le lendemain. D'accord. Donc c'est moi qui gère toutes les tournées, qui gère les chargements. Voilà, je m'occupe de la réception du client jusqu'à la livraison de A à Z. Et vous arrivez à anticiper, vous, dans vos cuves, ce dont vous avez besoin pour, même si c'est du jour pour le lendemain? Alors quand j'appelle Jérôme, je dis à Jérôme, voilà, tiens, il faudra un tour pour demain. Alors 99 fois sur 99% du temps, il me dit oui. Oui. Alors des fois il me dit, ah putain, je suis un peu chaud. Alors en fonction de ce qu'il me reste, je dis, bah tiens, tu peux venir que pas demain mais après-demain, mais par contre il faut de bonne heure. Donc voilà, mais avec le téléjaugeage, c'est vrai qu'il y a l'avantage du cadran là-bas, c'est que... Oui, c'est vrai. Voilà, je clique sur l'écran là-haut et voilà. Je sais qu'il me reste 18 542 litres. C'est au litre près, quoi. Au litre près. Même à la virgule, je crois, derrière. Ok. Ouais. Vous êtes donc un soutien pour les agriculteurs, puisque vous les croisez quand même souvent, parce que vous allez souvent chez eux. Je les croise très très régulièrement. Très régulièrement, et il y en a qui sont même devenus des amis. Oui, je soutiens leur cause, puisque c'est l'un des seuls métiers qui ne peuvent pas fixer de prix sur leur matière première. Oui, c'est vrai. On leur dit, voilà, demain tu vendras ton blé tant, ou tu vendras ton maïs tant, et on ne donne pas le choix en fait. Ouais. L'État leur a promis des aides qu'ils n'ont jamais eues. Ouais, il y a un moment, il faut les aider. Parce que demain, ils ne sont plus là, on mange quoi? C'est la question. On ne sait pas. Voilà. Donc moi, j'ai des clients qui font du pain, j'ai des clients qui font de la farine, j'ai des clients qui font des légumes, qui font du lait. Donc voilà, après on joue le jeu aussi. Nous, on va acheter à la ferme, on va beaucoup acheter à la ferme, les légumes, le lait, la farine, le pain, voilà. Et puis après, il y en a qui vont se diversifier parce qu'ils s'aperçoivent que c'est quand même beaucoup mieux de faire son pain et de le vendre que de vendre son blé. Et puis, oui, ils diversifient aussi leur activité. Voilà, il y en a qui diversifient. Okay. Mais oui, je les soutiens de pied ferme. C'est beau. Et donc, votre clientèle, elle est très variée. Il y a les agriculteurs qui font plein d'activités différentes. Il y a les gens qui se chauffent au fioul. Mais il y a aussi d'autres commerces et les châteaux. On en a déjà parlé. Et donc, il y a les châteaux qui chauffent au fioul. Donc pour moi, c'est du client particulier, en fait. Oui. Mais on a aussi des bars tabac qui chauffent au fioul. Vous avez des boulangers. Mais les boulangers servent du fioul pour faire cuire leur pain. Parce que les fours, c'est des fours à fioul, en fait. Le four chauffe au fioul. Alors, il y en a qui, à l'époque, nous à Saint-Épan, on avait un boulanger qui chauffait au bois. Il avait un four à bois. Donc tous les lundis, il rentrait son bois pour la semaine. Et donc non, un four à fioul, c'est comme il y a des cabines de peinture au fioul aussi. Il chauffe, quand on doit peindre à une température donnée. Donc eh bien, il chauffe une cabine, la cabine est chauffe au fioul. Et voilà, comme le four à pain, comme plein de... Ok. Moi, j'imagine pas ça parce que... Eh oui, le fioul est partout. c'est ça, et du coup, c'est pour ça que vous êtes important. Voilà. C'est important que vous soyez. Donc là, par exemple, mes boulangers, c'est pas eux qui m'appellent. Ils sont programmés, en fait. Parce qu'ils savent... Je sais que là, j'ai plusieurs boulangers. Il y en a un qui est livré tous les premiers mardis du mois. Il y a le deuxième, j'en ai trois qui sont comme ça, là. Ils sont livrés tous les premiers mardis du mois. Il y en a un, c'est le mercredi, et l'autre, c'est le jeudi. Ils savent que, alors je leur envoie un petit texto la veille en disant, tiens, je viens demain vers 10h, mais voilà, ils ne se prennent pas la tête de dire est-ce qu'il va nous rester du fioul, Donc j'ai plusieurs sociétés comme ça où je les note, et on a un cycle régulier toutes les 6 semaines
comme l'usine par Aix-Lanco, j'y vais toutes les 4 semaines. Puisque tous les petits chariots de chargement, quand ils chargent les SMI, en fait, c'est des chariots, au diesel, donc au GNR. Et donc, toutes les 4 semaines, je mets entre 3500 et 4000 litres de GNR. Que pour les chariots. Ça fait quand même. Ah oui, ça fait. C'est des volumes quand même. Ça fait des volumes. Ah ouais. Non, parce que je vous disais qu'il y a des clients qui mangent jusqu'à 80 à 100 000 litres par an de GNR, ouais, c'est. Enfin, on se rend pas. Enfin, moi, je n'imaginais pas autant. Alors, j'ai par exemple une société qui s'appelle Verte Vallée à côté de chez nous, qui fait de la citrouille, du butternut. Il a une dizaine de tracteurs. Et donc, en pleine récolte, il embauche, il fait travailler plus de 200 à 300 personnes pour tout ramasser. Donc trier, calibrer, et c'est 10 000 litres à chaque fois, et des fois 10 000 litres ça fait 15 jours, 3 semaines à peine. Avec 10 tracteurs, forcément ça va vite. Ouais. 10 tracteurs à des réservoirs entre 200 et 500 litres, donc oui, ça va très vite. Ok. Voilà. Depuis 2019, vous avez diversifié aussi votre activité. Vous livrez des réservoirs de fuel et pas que. Pas que de fuel. Non. Depuis 2019, donc on travaille avec une marque polonaise qui s'appelle Swimmer, qui fabrique des cuves. Parce que des fabricants français, malheureusement, il n'y en a quasiment plus. On peut dire qu'il n'y a plus de fabricants de cuves. Donc ils font des cuves à gasoil, des cuves à GNR, donc c'est les mêmes gasoil GNR, on peut mettre les deux dedans. Ils font des cuves à AdBlue pour les transporteurs, pour l'agricole aussi, des cuves en engrais liquide, donc pour les agriculteurs. En fait, ils se font livrer de l'engrais liquide dans des cuves qui font à peu près les plus grosses, elles font 22 000 litres. Donc on rentre une semis d'engrais dedans, on fait des cuves à eau, pour les particuliers, pour les professionnels, pour la récupération d'eau. Et là, les plus grosses cuves, pour l'instant, font 22 000 litres. Et ils sont en train d'étudier pour faire jusqu'à 33 000 litres. Ok. Et ça prend, en termes de taille, ça fait quel... C'est des diamètres. Une 22 000 litres, ça fait 3,50 m de diamètre. Après, c'est assez haut. J'ai vendu à un client une 12 000 litres et une 7 000 litres. Et ouais, ça fait 3 mètres de diamètre et ça fait à peu près 1 mètre, 1,80 m, 2 mètres d'eau. Ok. C'est un gros cylindre en fait. Voilà. Donc après, il y a des arrivées, il y a les robinets dessus, tout est équipé. Et les cuves à GNR, c'est pareil. Les cuves à GNR, elles arrivent toutes prêtes. C'est des cuves double paroi avec une pompe, un pistolet. On a juste à brancher le courant dessus, mettre du carburant et elles sont toutes équipées. Comme ça, après, ils peuvent remplir directement avec leur pistolet, comme une pompe. Comme une pompe à la station, sauf que c'est chez eux. Voilà. Ok. Voilà. Oh, c'est hyper pratique en fait. Ah oui. Donc on en livre dans toute la France. Donc j'en ai vendu en Bretagne, j'en ai vendu en PACA, j'en ai vendu dans les Pyrénées, j'en ai vendu un peu partout. Donc là, je les vends principalement sur Le Bon Coin. Voilà, donc on fait des annonces sur Le Bon Coin avec les tarifs, avec tout. Et après, donc le transport est fait directement par mon fournisseur. Donc il nous facture un transport qui est intégré dans le prix de la cuve. Et le transporteur livre directement. Voilà, on donne l'adresse. Alors quand j'en ai plusieurs, on se débrouille à faire un groupage qui ne viennent pas amener une cuve. Après, je ne suis pas le seul à en vendre, mais qui ne viennent pas en France à amener une seule cuve pour Bertrand. Quoi. Oui, quand même. Voilà. Donc quand ils viennent, la dernière fois qu'il est venu, il en a amené 7. Ok, oui, quand même. J'avais tout le tour là, donc il est arrivé, il m'en a déposé 2 là. Donc j'avais une cuve à eau pour la centrale à béton qui est à Sainte-Maure. Voilà, donc on a enterré une cuve à eau pour faire le recyclage d'eau. Et puis j'ai vendu, là dans le même transport, il y avait une cuve d'AdBlue pour les transports bouloisois à Sainte-Maure. Romain cherchait une cuve et il voulait de l'AdBlue à son dépôt et je lui ai vendu une cuve. Ok, voilà. Comme ça il a tout. Donc, dans le coin ou partout. Ok. Les cuves à eau, on en vend aussi en Bretagne pour les réserves incendies, pour les élevages de cochons. Donc ils remplissent 22 mètres cubes d'eau avec une pompe qui est reliée au système d'incendie en fait. Et si toutefois il y avait le feu, en fait, la pompe vide la cuve. Tout est relié. Tout est relié, en fait, la cuve est pleine et il y a une pompe à la sortie de la cuve. Et en fait, ils aspergent, s'il y a le feu, en fait, c'est les 22 000 litres d'eau qui partent sur l'élevage pour éteindre le feu. Voilà, je travaille avec ça, avec une société du Mans. Donc on leur fournit des cuves pour eux. Nous, on leur fournit juste la cuve. Et après, eux installent tout le système d'incendie derrière.
Voilà. Vous êtes un relais important. Sinon, ça fait des petits cochons gris. Et ça, cette activité-là, enfin cette partie d'activité-là, ça représente à peu près combien C'est pas énorme parce que après les cuves, c'est pas des... Oui, puis on la change pas tous les matins. Ah bah écoute, elle est posée, on n'en revendra pas. Si on en revend une, j'ai des clients où je leur ai vendu une pompe, une cuve à GNR en fait. Et puis ils m'ont dit, ah elles sont bien, alors du coup, je vais te racheter une pompe une cuve à GNR. Ah, pas à GNR, à AdiBlue. Il me dit, je voulais une cuve à AdiBlue. Il dit, comme c'est le même principe, ben, il dit, je veux que je sais que celle-là, elle est bien. Elle est bien, donc je veux la même à côté. L'entreprise, elle est partenaire de KMS. C'est une équipe de rallye qui participe notamment au championnat de France de rallycross. Mais avant ça, vous étiez partenaire de l'écurie Rabelais entre 2013 et 2018. On voit sur des photos sur Facebook que vous êtes à côté d'une Peugeot Fuchsia, pas rose, Fuchsia. Donc c'est bien plus que du business, on est d'accord. Oui, là, c'est du partenariat. En fait, j'ai fait de la compétition automobile de 2013 à 2018. Donc c'était vous. Donc en championnat de France des rallyes. Et donc je faisais partie de l'écurie Rabelais, une écurie qui est à Chinon, qui organise le rallye des vins de Chinon. Oui. Donc voilà, j'ai fait quelques courses en amateur. Hein. Je n'étais pas un très grand professionnel. On a cassé beaucoup de voitures, qu'on a remontées. Bon, ça occupe. Oui, ça occupe les dimanches. Et voilà, et puis du coup la vie fait que j'ai perdu mon copilote et mon mécano qui s'appelait Emilien. Et du coup on a arrêté la rallye. Et comme je connaissais KMS c'est la famille Meunier, qui est à Pont-de-Rouen. Et j'ai été voir Damien qui avait à l'époque, il devait avoir 16 ans. Et qui faisait déjà de la compétition parce que la maman était championne de France féminine. Le papa aussi était champion de France, vice-champion au Tony. Et du coup j'ai été voir Damien et j'ai dit à son père, bah écoute, puisque on ne fait plus de rallye, nous, ce que je donnais dans les associations, ça sera pour vous. Donc depuis 2018, je suis Damien. Et depuis quelques années, donc Julien, son frère, s'est mis dans la compétition aussi. Pour perdurer la tradition familiale. Oui, bah, tout le monde est dedans. Donc Julien, on n'avait pas le droit de conduire avant 16 ans en France. Donc il a été faire des compétitions à l'étranger, en Italie. Donc en Italie, en fait, la FFSA autorise, si je ne dis pas de bêtises, la FFSA, on a le droit de conduire qu'à partir de 16 ans en France, sur le rallycross. Donc Julien est parti faire des courses à l'étranger avec leur voiture, parce qu'en Italie, en fait, il n'y a pas de date. Donc il a commencé à conduire en Italie à 15 ans. Il a fait une ou deux compétitions en Italie. Jusqu'à ce qu'il ait eu 16 ans et après... Voilà, il a monté sur le podium et il a même eu une dérogation en France puisqu'il a pu conduire à 15 ans une course. Puisque comme il avait gagné, ils se sont dit bon ça va, la FFSA l'a autorisé à conduire avant ses 16 ans, avec dérogation. Donc Julien a été 2 fois champion de France, 2023 et 2024 en Super 1600. Donc c'est une catégorie inférieure. Et la plus grosse catégorie, il y a plusieurs catégories, il y a les féminines, il y a la D3, la D4. Et son frère Damien était vice-champion de France 2022 en supercar. C'est des voitures qui sont 4 roues motrices et qui font à peu près 600-650 chevaux. Donc ça démarre plus vite qu'une Formule 1. Ouais, c'est des avions de chasse. C'est même plus que des avions de chasse. Ok. Voilà, donc on les suit très régulièrement, on part avec eux. C'est même devenu quasiment une famille, puisqu'on est tous ensemble. On se voit entre 8 et 10 week-ends par an. Et ils sont à côté, on va les voir régulièrement. On est donc au téléphone hier ensemble. Voilà, donc c'est... Puis ça fait un moment aussi que vous suivez les garçons. Donc, Oui, voilà, ça va depuis 2018. On suit toute la famille, toute l'équipe. Super. Comme ça, vous continuez un peu le rallye, mais oui, on est pas dedans, mais voilà. Et puis voilà, le rallye, nous, comme on faisait, c'était sur des routes. C'était une voiture qui partait toutes les minutes. Voilà, c'était une voiture toutes les minutes au chronomètre. Tandis que là, ils partent en finale, ils partent à 8. Sur un circuit qui fait à peu près entre 900 et 1 km, 1 km 100. Entre de la terre et du goudron et de l'asphalte. Donc voilà, c'est à qui sortira devant. C'est à qui ira le plus vite et sans faire de bêtises. Donc il y a des qualifications, il y a tout ça. Mais ça se vit. Championnat. Comme diraient les commentateurs, le rallycross, ça se vit. Oui, ça doit être intense quand même. Ah, c'est super sympa. Voilà. Et puis en France, voilà, depuis quelques années, il y a quand même une notoriété, puisqu'il y a des pilotes étrangers qui viennent faire le championnat de France. Donc il y a une notoriété sur le rallycross qui est une très belle notoriété.
début avril. Nous partirons à l'essai dans la Manche. Ah, pratiquement. Mais pourquoi pas vous inviter sur le premier week-end de juillet. Ouais. Mais je crois qu'il y a un grand prix de camion à chaque fois. Je crois qu'il y a Albi. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a... Non, Albi, c'est plus tard. C'est plus tard. Il y en a Unogaro. Non, Manicourt. Je crois qu'il y a Manicourt début juillet. Ouais, mi-juillet, je crois. Ouais, début juillet. Parce que j'avais invité mon ami Pierre de chez Polytruck et il m'a dit je ne pourrais pas être là puisque nous sommes à Yvetot à Manicourt. Ok. Mais vous êtes les bienvenus au Rallycross de Touraine. Bah, super. Début juillet. Début juillet, bah. On note la date dans le calendrier et on viendra avec grand plaisir. Il me semble que c'est pas votre seule passion parce que je vois beaucoup de trophées derrière vous. Ah bon? Où bah ça? Oui, des grands, même, des très très grands. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces trophées et après on s'arrêtera sur un en particulier? Donc on a des camions décorés. Oui. Et donc en 2019 j'ai fait mon premier camion décoré. Nous sommes allés, donc on a été au 24 heures du Mans camion. Donc un rêve de gosse. Oui, forcément, c'est quand même mythique les 24 avec les copains d'Intermarché, on allait tous les ans aux 24 heures du Mans en spectateur. Et c'est vrai qu'on voyait ces camions, c'était quand même, c'est magique. Quand vous êtes dans le monde du camion, c'est quand même magique. Et donc en 2019, j'ai fait un camion donc, pour les 50 ans de l'entreprise. Ouais. On est parti au Mans. Et l'émotion est là encore. C'est vrai? Ouais. Oh. Il est là, on se connaît bien. L'année dernière, il était là. Il avait pris le premier prix. Et il a chialé sur le podium. Et franchement, on se souvient de ton émotion. Regarde, il est encore là, là. Chapeau, parce que tout ce qui est sur le camion... Et donc, on a gagné le premier prix. Ouais. Et j'ai pleuré comme un gamin sur le podium. Bah, c'est normal. Bah oui. On est arrivé le vendredi et un monsieur que je connaissais pas, qui s'appelait Didier Richard, qui est le speaker au 24 heures du Mans, il a vu le camion arriver, il m'a dit « Ah, bah celui-là, dis donc, ouf, il mérite un prix. » Et il m'a dit « Il mérite un prix, ouais. » Bah, je dis « Après, il y en a des beaux aussi. » Et donc, du coup, on a gagné le premier prix. D'abord, on a défilé sur le circuit. Ouais. Et là, c'est un rêve de gamin. En plus, vous l'avez vu pendant des années. Ah, je l'ai vu pendant des années, et puis là, on était de l'autre côté, en fait. C'est nous qui faisions plaisir aux gens. Et donc, quand on est monté sur scène, bah, je me suis écroulé dans les bras de Didier et je lui ai dit, voilà. Donc il s'en rappelle, parce que j'ai encore une vidéo dans mon téléphone, parce qu'il y a une deuxième coupe là-haut, c'est Jennifer qui a gagné le deuxième prix porteur avec l'Iveco. Moi, je voudrais remercier mon mari, parce que c'est grâce à lui si je suis là. C'est son œuvre, les camions, c'est son idée, et c'est son entreprise. Alors, je vous donne. Oui. Et Didier était sur scène, il a encore raconté l'histoire. Il nous a encore raconté l'histoire, nous nous avait tous fait chialer. Bah, c'est une très belle histoire. Ah oui, c'est une très très belle histoire. On a fait, il y en a une autre, c'est avec mon ami Denis Rosina. On a été faire le Grand Prix de France de camion à Nogaro. Oui, qui est très connu aussi. 500, un peu plus de 500 km d'ici. Donc on est parti avec les deux porteurs, le camping-car. Jules venait d'avoir son permis, premier trajet 500 km en camping-car. C'est un beau baptême du feu. Impeccable, beau baptême du feu. Et puis on est reparti de là-bas avec le trophée du plus beau porteur. Donc c'était une bonne première expérience. Voilà, et puis après il y en a quelques-unes à droite, à gauche, les petites concentrations du coin. Et puis celle d'en bas, l'étagère d'en bas, c'est les coupes de voitures. C'est les coupes de voitures. Voilà. Donc voilà, c'est les trois plus grosses, c'est ceux-là. Après, on en a eu à l'exposition du Saumur Motor Show. On était dans. Alors là-bas, ils se prennent pas la tête, voilà, ils prennent les 10 camions et c'est le même trophée pour tout le monde. Il n'y a pas 1, 2, 3, ils donnent 10 coupes et ils choisissent 10 beaux camions. Et puis après, on avait gagné quelques coupes. Alors il y a. Tagada, celle que je sais pas, il n'en manque qu'une, je sais pas où elle est, si elle est là-bas derrière. On avait gagné Jennifer avait gagné le deuxième prix aux passionnés à Neuilly-Pompière avec l'Iveco. Et puis on a gagné aussi 2 autres petites coupes à Neuilly-Pompière. C'est des copains qui l'organisent, alors on y a été. On y va tous les ans. Voilà, c'est notre petit rassemblement habituel. Voilà, on retrouve les copains. On fait la fête avec les copains. Parce qu'il y en a qu'on voit que dans les rassemblements. Et donc ces camions décorés, où est-ce qu'on pourra les voir bientôt? Alors cette année, on va pas beaucoup faire de manifestations, parce qu'il y en a d'autres. D'autres manifestations. On va faire les passionnés à Neuilly-Pompière, donc où on va quasiment tous les ans. C'est dans le 37, au nord du département, c'est le 24 et 25 mai. Il y a à peu près, ils voudraient accueillir cette année plus d'une centaine de camions.
C'est un gros rassemblement. Alors, ils ont commencé tout petit. Oui. Et là, donc c'est sur chez un transporteur qui fait beaucoup de TP. Ouais. Qui s'appelle Jo Bédu, c'est à Neuilly-Pompière à côté du Super U. Et donc il a nettoyé sa cour en fait depuis plusieurs années, au fur et à mesure, il a grandi son terrain pour accueillir les camions. Donc normalement, ils veulent passer la barre des 100 camions cette année. Et le deuxième rassemblement, ça sera sûrement à Danger-Saint-Romain, dans la Vienne, le 27 et 28 septembre, puisque normalement c'est toujours le troisième week-end de septembre, mais cette année, il y a les 24 heures du Mans camion. Donc, bah oui. Donc, du coup, il faut choisir. Donc, ils ont décalé de 8 jours. Okay. Et nous, malheureusement, on ne pourra pas le 24 heures du Mans camion cette année, puisque je fais partie de l'association Nostaldis, et c'est l'année du bouchon, qu'on parlera tout à l'heure. Oui, parce que ça fait partie intégrante des camions et de votre vie, du coup. Voilà. Exactement. Parfait. Très bon teasing, j'adore. Donc, vous avez 2 camions, un Scania et un Iveco. Oui. C'est pas les mêmes. Ah non, c'est pas du tout les mêmes modèles. Pourquoi 2 questions. Pourquoi ils ne sont pas pareils et pourquoi avoir choisi ces modèles-là en particulier? Alors j'ai déjà eu auparavant des Iveco. Ouais. Puisqu'en 2006, moi j'ai commencé avec un vieil unique qui faisait 4000 litres, donc un tout petit camion, et un vieux Saviem qui faisait 9000 litres. Donc ça, j'avais racheté un vieux Saviem quand j'ai commencé, donc j'ai commencé avec 2 très vieux camions. En 2010, j'ai acheté mon premier camion neuf, qui était un DAF. Un DAF. DAF. Voilà, parce que je connaissais le commercial, le feeling est passé. J'ai toujours acheté mes camions au feeling avec les commerciaux quand ça passe bien. Donc c'était un DAF qui faisait 10 000 litres, de mémoire qui avait 3 compartiments dedans. Donc nos camions sont compartimentés. Ouais, on va y revenir après. On va y revenir après. C'est un peu technique. Donc en 2014, j'ai vendu le DAF et j'ai racheté mon premier Scania qui faisait 11 000 litres, lui. Ouais. Neuf. Donc toujours plus gros. Ouais, un petit peu. Alors, on ne peut pas mettre des trop gros parce qu'il faut passer partout après. Mais donc voilà, la limite 19 tonnes, 10, 11, 12 000 litres maximum. Après, on peut avoir des gros camions, mais le problème c'est qu'on ne peut pas passer partout. Et pour les livraisons à Brest, aussi. D'où l'Iveco. L'Iveco, parce que l'Iveco, il fait 2,30 m. L'Iveco fait 2,30 m. Donc en 2014, donc j'ai vendu le DAF et j'ai racheté le Scania. Mon premier Scania, que j'avais un petit peu décoré. Et en 2019, j'ai vendu donc mon Scania pour acheter un autre Scania. Parce que voilà, comme le feeling passait bien. Et avec Denis Darchy, le commercial, et avec Luc Brasseur, le patron de chez Scania Val-de-Loire, à Tournai. Et puis bah, du coup, celui-là, on avait décidé de le décorer. Déjà. Donc voilà. C'était déjà. Donc on l'a acheté en fait, on l'a acheté en 2018. Il faut savoir qu'il y a quasiment... Alors à l'époque, là, il fallait quasiment 1 an pour préparer un camion. D'accord. Puisqu'on achète le châssis. Ouais. Les roues et le... Donc on commande un châssis en fait. Ouais. On commande le châssis en l'occurrence chez Scania Val-de-Loire à Tours. Donc Denis le prépare en matière dangereuse. Puisqu'en matière dangereuse, tout le côté droit doit être décalé. Donc pas de réservoir, rien. Donc ils enlèvent le réservoir, ils le mettent à gauche. Okay. Il est préparé pour accueillir une pompe, il est préparé pour l'ADR, puisqu'il va transporter de la matière dangereuse, donc c'est pas comme un camion normal. ADR non, matière dangereuse, pardon. Ah. L'ADR, c'est la formation qu'on passe. Ah, d'accord. Du coup, donc, matière dangereuse. Ouais. Donc, il y a des spécificités sur les camions à appliquer avant qu'ils partent chez le carrossier. Ils sont entre guillemets, pré-câblés pour être en matière dangereuse. Et du coup, ensuite... c'est le carrossier qui le met aux normes? Ah, c'est le carrossier, donc le camion est prêt. En fait, quand on commande un camion, en fait, on a d'abord le devis du carrossier qui me dit, voilà les contraintes, tu veux un camion qui fait 12 000 litres, on va te faire une cuve de 12 000 litres. Par contre, je te donne les papiers, tu donnes ça. Tu donnes ça à ton concessionnaire, et ton concessionnaire, lui, il va prendre mon cahier des charges, et avec mon cahier des charges, il va fabriquer ton châssis. D'accord. Donc voilà, donc à l'usine, tout est décalé. Donc quand il sort de l'usine, il s'en va directement chez le carrossier. Et après, en fait, il pose la citerne dessus, ce qu'on appelle sur un faux châssis. Donc on a le châssis, ils refont un deuxième châssis dessus où ils viennent poser la citerne. Okay. Et après, ils soudent morceau par morceau pour aller à la pompe, pour faire les tuyauteries. Donc on peut dire que chaque camion qui sort de chez un carrossier est unique en fait. Ouais, ça correspond vraiment à ce que vous avez demandé et ce dont vous avez besoin. Voilà, donc ils me font les plans et tout ça. Et après, eux, quand la citerne est posée, ils font les tuyaux, ils soudent, ils font des coudes, ils font des... C'est pour ça aussi que ça prend du temps parce que... Voilà, en fait.
Alors les citernes, normalement, ils les font avant, quand ils ont la bonne dimension. Je sais que moi, le Scania, ils avaient commencé à préparer la citerne avant. Et après, ils viennent la poser, mais il faut le châssis pour continuer, pour tout préparer. Oui, forcément, il faut les premières pierres avant de construire le reste. Et donc, on parlait d'Iveco. Donc, en 2020, on s'est pris au jeu, puisque j'avais mon vieil Iveco, que je m'étais servi sur le chantier de l'autoroute, et que je l'avais donc sur le chantier de l'autoroute, et il commençait à avoir des faiblesses. Et juste avant, donc au début du chantier de l'autoroute, en fait, avant de savoir que j'allais avoir le chantier de l'autoroute, j'avais dit, l'Iveco, il va aller faire un tour au Maghreb, hein. Et du coup, on rachètera un tout petit, puisque Jennifer avait passé ses formations. J'avais dit comme ça, tu auras un petit camion. Donc l'Iveco, chacun le vôtre. Voilà, donc l'Iveco fait 12 tonnes, 7500 litres, et il fait 2,30 m. Donc c'est la particularité. De large. La cabine fait 2,30 m de large, alors qu'un camion normal, la cabine fait 2,50 m. Et c'est pratique notamment parce que quand on dans était les petites ruelles, voilà, par exemple, au château de Lillette, on peut passer sur le pont en bois avec le petit. Mais on passe dans toutes les petites rues, que ce soit assez ou partout, ou dans Chinon, mais voilà, on a des ruelles où on passe et on ne rentrerait pas avec l'autre camion. Donc c'est pour ça que c'était important aussi de diversifier la flotte. Voilà. Donc du coup, mes camions, donc, ils ont un aspect très technique. Oui. Puisque le Scania, donc c'est un 19 tonnes. 12 000 litres. Ouais. Mais c'est en compartimenté. Oui, donc le Scania, lui, il a 4 compartiments. Ouais. Un compartiment de 2000 litres, un 3000, un 3000 et un 4000. Donc il y a 4 compartiments dessus. Il a dessus ce qu'on appelle des retours produits, parce que je peux emmener aussi bien du fuel et du GNR dans mon camion. On peut avoir Par exemple, du fuel et du GNR dans le même. Dans le camion, je peux avoir 2000 litres et 3000 litres de fuel, et puis derrière avoir 3000 litres et 7000 et 4000 litres de GNR. Donc voilà, et en fonction des clients, en fait, on a ce qu'on appelle une purge, un retour produit. Et quand je suis chez un client, j'ai fini de livrer du fuel, et je sais que je vais faire du GNR après, donc je branche tout un système. Et le fuel, le GNR, en fait, le fuel qui est dans le tuyau, il est poussé par du GNR, et je le remets dans la cuve de fuel. Et comme ça, au bout de mon pistolet, au bout de 100 litres, je sais qu'au bout de mon pistolet, j'ai du GNR, et je ne peux pas mélanger les deux. Comme ça évite tous les problèmes. Ça évite tous les mélanges. Ok. Voilà. Et alors pourquoi 12 000 litres? Parce qu'un litre de fuel, ça ne pèse pas 1 kg, ça pèse 850 grammes. Le fuel est une densité de 0,85. Et les camions, ils sont faits par rapport au poids transporté. Par rapport au volume transporté. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être en surcharge en fait. Oui, du coup c'est... Lorsqu'on rajoute l'ensemble plus le fuel qu'on a mis dedans, on est à 50 kg près en dessous de 19 tonnes. Ok. Voilà. Comme ça, si on est sûr... si on en surcharge, c'est que ça a débordé. Et donc l'Iveco, lui, fait 7500 litres, donc 2,30 m, et lui, il a 3 compartiments. Donc il a 3000, il a 2000, et il a un compartiment qui fait 2500 litres. Puisque pour aller jusqu'au poids autorisé, en fait, c'est soit j'avais 3, 2, 2, et il m'a dit sinon, je vais te faire une cuve, ce qu'on appelle des cuves bâtards, et elle fera 2500 litres. Je dis, c'est pas grave. Donc, comme ça, il me dit, on optimise le camion au maximum et tu es à 12 tonnes. Quand tu seras plein, tu seras pile à 12 tonnes. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a 3 compartiments. Mais donc, les cuves, elles font 3000, 2000, 4000, mais vous livrez pas autant chez certains clients. Vous pouvez livrer moins que ce qu'il y a dans un compartiment. Par contre, une cuve de 3000, je peux faire 3 ou 4 clients avec. Ok. Voilà, mais un client agriculteur, si j'emmène 12 000 litres, je peux vider 12 000 litres. Je vide le camion. Ok. Voilà. Donc c'est possible de pas avoir à vider entièrement un compartiment. Alors par contre, voilà, une cuve, je peux rentrer ici et qu'il reste 400 litres de fuel dans le camion et 800 litres de GNR. Donc ça, c'est pas grave. Avec la tournée d'après, en fait, quand je vais livrer, je vais déjà penser à mon deuxième tour ou mon troisième tour en me disant, bah tiens, dans cette cuve-là, il ne faut pas qu'il me reste de fuel, ou dans celle-là, il ne faut pas qu'il me reste de GNR parce qu'il faut que je remette du fuel à la place. Parce que si je reviens là, je suis obligé de brancher pour le revider dans mes cuves. Et du coup, je perds du temps. C'est ça. Ok, c'est hyper instructif. Voilà. Comment on fait un camion de fuel? C'est ça. Donc, on a parlé de l'aspect technique. Et maintenant, on va pouvoir parler de l'extérieur, parce que vous avez voulu donner vie à l'expression beau comme un camion. Et donc, on va peut-être commencer par le premier, celui des 50 ans. D'accord, le Scania. Le Scania.
Parce que c'est le premier aussi que vous avez fait décorer. C'est le premier qui a été décoré. Est-ce que vous pouvez nous dire comment l'idée elle est venue de vouloir avoir un camion décoré déjà? Alors, l'idée a mûri dans les années 2017, puisqu'il a fallu plus d'1 an pour le faire. Oui, déjà. Du bon de commande jusqu'à la présentation du camion. Donc j'ai commencé par aller voir Erwan Robert, qui avait l'école d'aérographie à Sucé-sur-Aire en Loire-Atlantique, en 44, à côté de Nantes. Donc j'ai été voir Erwan. Alors, à l'époque où on a été le voir, il était en train de faire une semi-remorque, une céréalière, pour un monsieur qui adorait la pêche aux crevettes à l'époque. D'accord. Donc il était en train de dessiner toute une... Donc il avait été suivi le monsieur, de peindre, il avait suivi le monsieur à la pêche avec lui, et donc il avait fait des photos, et il avait présenté le projet au monsieur, et donc il avait représenté sa pêche à la crevette sur son camion. Okay. Donc du coup on a parlé du projet, il m'a dit bah oui, il faut voir ce qu'on veut faire, donc j'ai un peu expliqué, il m'a dit pas de problème, je dis par contre je voudrais ça. Donc Erwan est venu en Touraine. Okay. Donc, il est venu pour il est venu, il a fait des photos, il a regardé ce qu'on pouvait faire, donc il a fait des photos de l'église de Saint-Épin, il a été faire des photos à la station Ozo. Alors je lui en avais donné, mais il est venu, il a voulu voir comment elle était. Il voulait voir ses propres yeux comment c'était. Voilà. Et donc dessus, alors sur l'avant, après on pourra aller le voir, et puis, mais à l'avant principalement, dessus, il y avait 3 thèmes, il y avait les 50 ans de l'entreprise, l'histoire de la famille, l'histoire de la Nationale 10. Oui, du coup avec la station avec Ozo. La station Ozo. Et mon fournisseur Avia, donc que j'ai mis aussi en avant, puisque c'est une entreprise familiale qui a plus de 100 ans, la maison Avia, Picotti. Donc voilà, j'ai refait un vieux logo Avia des années 70 sur la cabine. Okay. Et après, on a décidé... Et après, comment ça s'est passé? Vous saviez ce que vous vouliez sur le côté gauche, le côté droit, à l'avant? Alors ça, non, j'ai dit à Erwan, je voudrais ça et ça. Ouais. Et ensuite, il m'a dit, je dis voilà, je veux ça dessus. Après, je te laisse libre cours, tu fais ce que tu veux sur le camion. Et alors donc, il a gribouillé un petit peu. Il m'a envoyé. Alors au départ, je voyais les photos, je disais, oh, c'est pas beau. En fait, c'était juste en fait la maquette, quoi. Oui. Donc, puis il me dit, alors je vais faire la station là, je vais mettre ça là, ouais. Je me dis, Jennifer, je dis, regarde, mais on voit rien. Puis après, il me dit, non, mais là, je vais affiner, je vais... Au départ, il y avait juste vraiment que les traits, quoi. Je dis, mais c'est pas beau. C'est pas fini, c'est vrai, je veux pas rouler avec ça. Et donc, du coup, et à la fin, il m'a sorti un chef-d'œuvre. Okay. Voilà. Donc, à l'arrière, il y a mon papa avec son premier camion. Donc, du coup, comme c'était Saint-Épin, il a mis l'église derrière mon papa, des maisons tourangelles du village. Sur le côté, on ira voir, mais il a mis la station Ozo d'un côté, avec une Chambord, une Simca, puisque mon papa avait un garage et il vendait des voitures Simca. Okay. Donc on a mis que des Simca dessus. Et puis après, il y a des petites anecdotes dessus, à droite, à gauche. Il y a le vieux garage de Monsieur Dupuis à Sainte-Maure qui faisait des vieilles voitures. Okay. Et du coup, qui a été racheté par un passionné de l'association. Et le garage est resté tel quel des années 70. Il n'a rien changé dedans. Donc, il y a de l'association Landis? De l'association Nostalgis, en fait, Christophe, un passionné, a racheté le garage. Et il a fait un peu de mécanique dedans pour des vieilles voitures. Mais il a gardé le garage intact avec les vieilles étagères, avec le vieux pont. Le garage est figé dans le temps, en fait. Ok. Voilà. Alors là, on est devant le Scania, Frédéric. Oui. La cabine, donc on est côté gauche. Côté conducteur, côté gauche. Côté gauche. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on voit de dessiner? On voit des outils. Alors donc, sur la porte, on a voulu représenter un peu le vieux garage de mon papa. Ouais. Donc la burette d'huile qui est là, donc il y a marqué WD dessus. Donc c'est ses initiales, William Bertrand. On a fait des vieux bidons Avia puisque j'ai vendu de l'huile Avia. Voilà, à l'époque on a voulu faire comme il y a aussi dans ton bureau. Exactement, les mêmes bidons. C'est un bidon qui est dans mon bureau qu'on a repris en photo, qu'Erwan est venu prendre en photo. Et il a refait le bidon et l'identique en 3/4 sur la porte. Simca stockiste, puisque mon papa avait un garage auto, donc, et il vendait des Simca à l'époque. Et c'était un petit clin d'œil, avec à l'époque l'hirondelle qui représentait la marque Simca. Ok, c'était leur... C'était leur logo, leur emblème, comme Peugeot le Lion. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, on est de l'autre côté de la cabine, mais on va encore Avia. Oui, donc j'ai repris leur vieux logo des années 70, puisque c'est mon fournisseur
mon fournisseur de fioul historique depuis que j'ai repris l'entreprise. Donc j'ai voulu leur faire un petit clin d'œil et prendre un vieux panneau des années 70, puisqu'ils ont évolué en dessin. Oui, forcément les logos ils évoluent. Ils ont évolué sur les logos. Donc ensuite, Erwan, Avia, il s'est dit Avia, aviation, il dit je vais faire un petit avion qui se promène dans le ciel au-dessus des montagnes. Et du coup, il a marqué encore un petit WB comme William Bertrand et 34, donc c'est l'année de naissance de mon papa. Ok. Donc voilà. Et donc là, on est devant la citerne. Oui. Au-dessus, entreprise familiale depuis 1969, comme ça on voit bien de loin. Voilà, ça, Erwan me l'a écrit là-haut comme ça. Donc ensuite, il s'est mis à faire un petit logo. Il s'est dit, tiens, je vais créer un logo qui va s'appeler Art Truck Label. Donc j'ai la première étoile puisque c'était le premier camion. Il s'est dit, je vais faire un petit logo. Et on retrouvera l'étoile numéro 2 sur l'Iveco. Donc une vieille pompe Avia des années aussi, 80, 70, pardon. Comme il y a juste derrière comme là, la station, alors c'est pas tout à fait les mêmes. Et donc la station Roseau qui s'appelait à l'époque le relais Charles Martel. Donc la station où on est actuellement et qui a été donc restaurée par toute l'équipe de bénévoles de Nostaldis. C'était le petit clin d'œil. Erwan après, donc la station, je voulais absolument qu'elle soit dessus ainsi que les pompes. Et donc et la chambord qui est là. Et l'autostoppeuse. Donc l'autostoppeuse, c'était une idée d'Erwan, un peu une autostoppeuse mécanicienne qui était à la station et qui attendait les clients pour réparer les voitures. Et la chambord qui est derrière, c'était un monsieur, c'était Jean-Michel, qui travaillait chez mon papa. Et c'est la voiture où Jennifer s'est mariée, pour son premier mariage en fait. Et l'immatriculation, c'est l'immatriculation de l'époque, c'était 555 VA37. Ok. Et donc Erwan a signé PK 267 RBT Création, parce que PK 267, c'est le point kilométrique de la station où on est par rapport à Notre-Dame de Paris. Là, du coup, on est à l'arrière, on voit l'échelle, donc on sait qu'on est à l'arrière. Et on voit donc le camion de ton papa. Oui, c'était un de ses premiers camions, c'était à Samoa. Ouais. Donc on a repris les écritures de l'époque, hein, avec le numéro de téléphone qui existe toujours, puisque j'ai toujours le même numéro, c'est 02 47 65 80 44. Okay. Donc voilà, donc là c'est le visage de mon papa dans les années 80, dans les années 80. Donc ce qu'on voit à l'église à gauche en gauche, c'est la place de l'église à Saint-Épin. Donc Erwan était venu, a fait des photos et s'est dit, puisque c'est Saint-Épin, je vais prendre une photo et je vais mettre l'église de Saint-Épin derrière. Pour bien représenter la ville. La ville et donc du coup des maisons tourangelles qui sont juste à côté. Qui sont typiques du coin. Qui sont vraiment typiques du coin, un peu comme dans le Vieux-Tour ou comme dans... Il y a ces maisons à colombage et de la pierre enchevêtrée avec du bois. Et on se retrouve du coup sur le côté gauche de la citerne où on a plein de choses encore qui sont dessinées. C'est quoi le garage? C'est le garage de ton papa? Non, c'est le garage Paris-Pyrénées. C'était le garage de monsieur Dupuis qui était motoriste à Sainte-Maure sur la Nationale 10. Et ce garage existe toujours. Il manque juste les deux colonnes, mais le garage est identique. Il a resté identique puisqu'il a été racheté par un passionné de l'association Nostaldis et qu'il l'a gardé intact avec les vieux outils dans son jus. Il n'a rien changé dedans. Il fait un peu de réparation de vieilles voitures dedans, mais voilà, il l'a gardé intact. Et puis Erwan nous a fait un petit cadeau puisqu'on avait accroché le camion. Donc il m'a fait les reprises et il m'a dit je vous ai fait une petite surprise, vous la chercherez. Donc il nous avait rajouté un petit cœur avec Jennifer et Frédéric gravés dans l'arbre. En gros d'un côté, donc ils ont refait une autre maison tourangelle en fond de décor avec une autostoppeuse qui est sur la Nationale 10 donc et qui attend pour aller à Biarritz. Ouais. Et la particularité que Erwan n'avait pas vue en fait, c'est que si on se met ici et qu'on suit les pieds, en fait les pieds de l'autostoppeuse vont vous suivre en fait. Ah, un peu comme les yeux de la Joconde, mais là c'est les pieds. Si on regarde les pieds en fait et qu'on fait ça en fait, les pieds nous suivent. Et donc du coup on continue avec une Simca, donc hommage au garage de mon papa et donc l'immatriculation 3108 FB46, c'est la date de naissance de ma maman qui est née le 31 août, Françoise Bertrand 46. Donc il n'y a rien à voir avec le département du Lot, c'est juste une année de naissance. Okay. Donc ensuite on a des références dans les numéros. Comment? Il y a des références qui sont cachées dans les numéros. Voilà. Donc la borne route nationale 10 historique, N10, en hommage à notre association en fait. Et donc du coup maintenant tout le long sur tout le département de l'Indre-et-Loire, on peut voir les panneaux national 10 historiques, des panneaux bleus. Oui.
qui sont à toute entrée de ville, du nord du département jusqu'à la Celle-Saint-Avant, jusqu'au sud. Et pour finir, donc, le panneau qui est ici, le panneau est à Montbazon, donc entre Tours et Sorigny, et il est toujours à l'entrée de Montbazon. C'est un vieux panneau émaillé, et qui est toujours à l'entrée de la ville de Montbazon. Voilà, on a fait le tour. Ouais. Et celui-là, c'est celui qui s'appelle Terre de Touraine? Non, celui-là, il s'appelle le PK 267. Et Terre de Touraine, donc, c'est l'Iveco. Ok. L'Iveco s'appelle Terre de Touraine. Voilà. On y a fait deux côtés à l'Iveco. On va le découvrir juste après. Et donc, du coup, tout ce qui est équipement dessus, donc les carénages, la casquette, les peintures, tous les carénages ont été faits chez Polytruck, puisque Pierre avait son atelier à Saint-Épin. Voilà. Voilà, là, comme ça, là. Ta-da-da. Et donc, Pierre, j'y ai emmené le camion. Alors, ce qu'on se disait quand on était au bureau tout à l'heure, donc on a caché le camion, oui, avec les vaches, on courait partout. Et donc, Pierre m'a fait les carénages. On les a fait peindre chez LR Carrosserie, un copain à moi aussi. J'ai fait travailler avec des gens du coin. Et on a tout monté en cachette au fur et à mesure des jours et des nuits. Donc, voilà. Ok, super. Et le camion, il est hyper brillant, lustré, c'est verni. C'est verni. Donc le camion est verni. Et du coup, au mois de mai, là, il partira chez Scania à Val-de-Loire, à Tournord, puisqu'on va le revernir. Ok. Donc ils vont me le dépolir, ils vont me le revernir, il y en a pour 15 jours. Et du coup, il sera tout beau et tout neuf pour partir à l'Expo des Passionnés, qui sera juste le lendemain. Donc je récupère le camion normalement le 23 mai. Et je pars à l'exposition le 24 et le 25 à Neuilly-Pompière. Là, il sera tout beau. Ah, il sera tout neuf, tout brillant. Il n'y aura même pas besoin de le laver. Là, on est devant l'Iveco. Oui. On est sur la droite de la citerne. Et il y a d'ailleurs un Iveco il y a un Iveco. Donc du coup, il est un peu plus personnel, parce que Jennifer, mon amoureuse, voulait qu'il soit un peu plus personnel, qu'il parle un peu plus de moi. Donc du coup, on a représenté donc, tout le département, un peu de la Touraine, le parc Loire-Anjou, donc tout ce qui est, c'est un parc qui est classé en fait. Et comme on a une région où il y a beaucoup de rivières en fait, on a représenté tout ce qui était pêcheurs. Ouais. Pêcheurs, on a la Vienne, on a la Loire, on a la Creuse un petit peu qui passe en Indre-et-Loire, on a l'Indre, le Cher, donc on a beaucoup de régions sur l'Indre-et-Loire, de fleuves et de rivières sur l'Indre-et-Loire. Puis ça fait écho aussi à quand vous êtes allé à l'atelier d'Arwan où il peignait le pêcheur aux crevettes. Oui, voilà. Donc du coup après c'est une histoire de ce côté-là, c'est plus un souvenir à mes copains qui sont disparus. Donc c'est pour ça, Erwan nous a fait 2 petites étoiles en haut, une pour Emilien et une pour mon ami Toutoun. Donc et Fred de Story, le F de Facebook, et Red pour rouge. Voilà, il dit comme ça fait Fred de Story. Donc on commence là, donc l'Iveco. C'est l'Iveco de mon pote Toutoun qui est décédé sur l'autoroute en 2008. Avec sa petite pin-up toujours dessus, donc j'ai voulu lui rendre un petit hommage comme ça. Je voulais qu'il soit avec moi. Te remettre sur la route comme ça. Voilà, donc ma petite chérie voulait que je sois sur le camion, donc elle m'a tiré le portrait pour l'offrir à Erwan, pour que je sois dessus. Et donc du coup on a des oies qui remontent, alors on va dire vers le nord, mais parce que c'est la fin de l'hiver, les oies remontent. On voit que la tourelle qui est en bas de Montgauger fume, donc on est en hiver. Alors une 205, puisque j'ai fait du rallye, on en a parlé de 2013 à 2018. Mais elle n'est pas fuchsia. Elle n'est pas fuchsia parce que Erwan avait peur que ça assombrisse trop le camion. Et donc du coup là c'est une 205 T16, mais je roulais sur une 205 rallye, mais il a dit la T16 c'est quand même beaucoup plus joli. Donc du coup il y a le prénom d'Emilien qui est dessus. Ouais. Et du coup là c'est la date où il a disparu. Ok. Donc le 19 novembre 2018. Un petit clin d'œil à notre association, Team WB Rally. Et le 69, c'est pas pour le département du Rhône. Je vous laisse deviner. Un petit clin d'œil coquin de la part d'Erwan. Donc la tourelle qui est là, en fait, elle existe à Saint-Épin, elle est en bas du château de Montgauger. Voilà, et pour la petite histoire, dans les années 50 ou 60, il y a une vache qui était montée dedans, tout en haut. Et dans la tour ? Oui, dans la tour, tout en haut de la tour. Et, parce qu'il y avait un escalier en fait. Oui. Et les pompiers ont mis, je crois, plus d'une journée à essayer de la sortir de dedans. Okay. Donc voilà, comme je
j'adore un peu ma commune. Oui. Ça se voit pas, mais... Non. Donc du coup, Erwan m'avait dit « Oh, je t'ai marqué I love New York ». Et je lui ai dit « Non, mais en fait, je m'en fous de New York, moi ». Et il me dit « Bon, d'accord, j'écrirai Saint-Épin en dessous alors. Je le barrerai et je réécrirai Saint-Épin en dessous ». Là, on est à l'arrière de l'Iveco. L'échelle, elle n'est pas placée pareil. Mais on a du coup des bottes et un ours et un château. On a une vieille paire de chaussures de sécurité qui est usée. Mon amoureuse me reproche d'être toujours au travail. Donc j'use beaucoup de paires de chaussures dans l'année. Et la tour qui est là derrière, en fait, c'est une porte, s'appelle la Porte Neuve. C'est une porte de l'enceinte du château de Montgauger, qui est sur la commune aussi de Saint-Épin. Et donc elle existe toujours et il y a du monde qui habite juste à côté, en fait, dedans. Et l'ours, parce que les enfants disent que je suis un ours grincheux et ils ont eu le plaisir de dire ça quand on a emmené le camion à Erwan. Et Erwan m'a dit, eh bien, on va faire un magnifique ours derrière, mais on va pas le faire trop grincheux. Donc non, voilà. Ça va. Donc il paraît que c'est ressemblant. Et là, du coup, on est sur le côté vraiment terre de Touraine. Voilà, terre de Touraine. Donc là, c'est une vieille dépanneuse, donc une vieille Chrysler, que j'ai toujours, qui était la dépanneuse de mon papa. Ok. Donc, on voit les gyrophares dessus. Et donc, l'immatriculation, elle est spéciale, puisque c'est la date d'anniversaire de Jennifer. Le 4 novembre, Jennifer Doublé, 1979. Ok. Donc, à côté, on a une autostoppeuse qui était en panne. Donc, la dépanneuse vient d'arriver, elle cherchait de l'essence. Okay. Donc une grappe de raisin pour représenter notre belle région viticole. Oui, c'est vrai. Il y en a de Cravant, Panzou, Chinon, voilà, toute la vallée de la Loire. Donc la fleur de lys qui est l'emblème de la Touraine. Oui, quand même. Donc on voit un village avec un château, un domaine, des vignes et un petit peu de terre à côté. Et les yeux de Jennifer, puisqu'elle ne savait pas, c'est moi qui lui ai fait la surprise en fait. Donc je l'ai fait pleurer devant le camion quand on a été à Nantes le chercher. Vous avez fait chacun une surprise en fait. Voilà. Bon, moi de l'autre côté, je m'en doutais un peu. Oui. Et donc du coup, Erwan l'a signé Terre de Touraine. Et du coup, avec la citation de André Malraux, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Et l'Art Truck Label, puisqu'il l'a refait là avec 2 étoiles. Oui. Donc le deuxième Art Truck Label. Pour finir, on voit que la porte est un peu abîmée parce qu'on a eu quelques soucis récemment. Donc on devait partir en voyage en Islande. Donc on lui avait dit et il m'a dit, eh ben, écoute, de ce côté-là, comme j'ai fait la Touraine de l'autre côté, eh bien je te fais l'Islande avec l'emblème de l'Islande qui est le crabe, la mer du Groenland. Et il s'est dit, j'ai voulu faire un petit délire, donc il dit au-dessus de l'Islande, j'ai fait Clichy. Voilà. Il me dit, les gens ne comprendront pas, mais il me dit, c'était un petit délire. J'avais envie de placer Clichy au-dessus de l'Islande. Donc oui, on a eu un petit souci, puisque je me suis fait arracher ma porte en descendant du camion. Le monsieur n'arrivait pas assez vite avec sa voiture, et donc il m'a arraché la porte, il m'a arraché le côté, et donc il n'y a plus que... Bon, normalement, si tout se passe bien, j'ai retrouvé quelqu'un pour me refaire la peinture. Donc il repart dans la région de Nantes, et voilà, pour reprendre des dessins. Donc il va déjà faire un stage chez LR Carrosserie, changer les portes, changer les morceaux à changer. Il sera tout noir et on va l'emmener à Nantes pour le refaire. Et devant, on a quelques équipements qui viennent de chez Polytruck, mon ami Pierre. Donc si on commence en haut, on a la rampe de gyrophare, on a les trompes, on a la barre LED, on a le logo Iveco allumé, toutes les petites LED, les feux flash, la deuxième barre LED qui est inséré dans la calandre. Voilà, on a fait à peu près le tour des 2 camions. Nostalgie et 10 pour la Nationale 10. Et la station Ozo, qui a été restaurée en fait par l'association. Alors donc Parce qu'on en parle beaucoup, mais on dit qu'on va en parler, mais au bout d'un moment, il faut en parler. Donc on a l'association Nostaldis, donc elle existe depuis 2013. Ouais. Donc on est une bande de passionnés de vieilles voitures. Et donc l'autoroute est arrivée en 1977 en Touraine. Et du coup Laurent Carré, notre président, a voulu faire un bouchon de l'époque. Donc le 3e week-end de septembre, les années impaires en fait, on bloque la Nationale 10. Alors pour ceux qui connaissent la Nationale 10, en haut de Sainte-Maure, jusque quasiment au rond-point d'Intermarché. À peu près, toute cette partie-là est bloquée et fermée à la circulation.
Et pendant 2 heures, 2h30, on fait un bouchon avec les voitures. Donc on tourne en rond avec des vieilles voitures des années 70 jusqu'à maximum 1980. Quoi. Okay. Donc ça c'est tout un week-end, il y a un rétro-camping, il y a tout ça. Donc ça, on l'a fait tous les ans, toutes les années impaires. Ouais. Et du coup, il y avait à la sortie de Sainte-Maure en direction de Châtellerault, cette vieille station qui appartient à monsieur et madame Charpentier qui habitent juste à côté, un établissement juste à côté. Et Laurent s'est dit un jour on va passer devant et puis cette station avait été écroulée en fait. Et puis j'aurais rien fait puisque Laurent Carré est un professeur d'histoire et qui a créé 2 livres sur la Nationale 10. Donc il a 2 ouvrages. Donc il la connaît par cœur. Donc il la connaît par cœur. Les bouquins s'appellent On est heureux National 10. Okay. Et donc il a été voir le maire de Sainte-Maure de l'époque et il lui a dit il faut faire quelque chose. Donc elle a déjà été classée au PLU pour plus qu'elle soit détruite. Donc c'était déjà gagné, elle était là. Et du coup après se renseigner avec le propriétaire. Donc moi je les connais puisque je leur livre du fioul. Et donc du coup ça a aidé. Et de fil en aiguille en fait elle a été classée architecture contemporaine remarquable, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Il y a le panneau sur le bord de la route maintenant. Et donc du coup on s'est pris au jeu et on a restauré toute la station. Donc il y avait des concours au conseil départemental, donc, à la région, pardon, au conseil régional. C'était un concours pourquoi? Pour restaurer d'autres trucs, il y avait tout, comment dire, il y avait toutes ces... C'était des projets, il fallait présenter un projet. Donc Laurent a présenté le projet de la station pour la réhabiliter. Alors sans vendre de l'essence bien sûr. Non. Et donc du coup on a récupéré le 2e prix, on a récupéré un très beau chèque pour faire les travaux. Donc là elle est repeinte, elle a été inaugurée en grande pompe et on continue à faire les travaux puisqu'au mois de mars on va recontinuer les travaux. Il y a toujours un peu de débroussaillage, elle n'est pas finie mais voilà, elle a déjà bien avancé. Et c'est aussi un lieu de rencontre, donc de rassemblement. De rassemblement. On peut dire aussi un lieu de rencontre. Ah. Oui, parce que l'établissement à côté, allez, ça va être la petite anecdote, c'est un club échangiste en fait. Donc voilà. Donc, bon, bon, c'était un lapsus, mais finalement... Voilà, c'est un lieu de rencontre aussi, mais pas le même... On se rend pas de la même manière. Donc voilà, donc tous les 3e dimanches de mars à octobre, le matin, de 9h30 jusqu'à 12h30, 1h, on se rassemble là-bas, entre passionnés de vieilles voitures, on boit le café, et le café est offert et les gens mettent une petite pièce pour restaurer la station. Donc ça, mars, avril, mai, juin, juillet, non, pas juillet, parce que c'est les vacances, pas août, pas septembre cette année parce que ça sera le bouchon, et octobre. Et donc du coup, il y a la même station dans le 42, à côté de Roanne, la station, une station Ozo en fait. Aussi Ozo Ozo, parce que là-bas, en fait, ils ont racheté la marque Ozo. Donc la marque, ils sont dépositaires, ils ont racheté la marque leur appartient en fait, puisqu'elle n'existait plus. Donc l'association de là-bas a récupéré la marque en fait, donc elle leur appartient. Et donc, alors, il n'y a aucun souci, sauf qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, en fait, Laurent leur a demandé, ils nous donnent leur aval, mais voilà, il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'est la 2e station Ozo qui est restaurée en France. Et comme celle de Sainte-Maure, qui a une architecture un peu remarquable, un peu à l'américaine, donc c'est la seule qui reste en France en fait. Voilà. Il y en avait, Laurent en a référencé 4 je crois, et je crois que c'est la dernière qu'il reste, et on peut dire qu'on l'a sauvée. Oui, c'était important d'en garder au moins une, en plus c'est la vôtre. Donc, voilà, et puis on a eu du TF1, on a eu beaucoup de chaînes qui sont venues parce que ça commençait à faire un peu le buzz. Donc voilà, ils sont venus nous filmer, en train de restaurer, en train de peindre, en train de débroussailler, en train de... J'allais dire c'était un beau projet, mais c'est toujours un beau projet. C'est toujours, parce que c'est pas fini. C'est pas fini. On va rattaquer les travaux mi-mars là, donc débroussaillage, aménagement des abords. Non, c'est jamais fini. Non, c'est jamais fini les travaux de toute façon. Il y a une vieille cabane qui est dans les bois qu'on voudrait essayer de restaurer. Pour peut-être faire un petit snack ou se mettre à l'abri, une petite buvette, un petit quai, voilà. Non mais il y a plein de... il y a plein d'idées de toute façon. Il y a plein d'idées. Quand on est avec des passionnés, c'est sûr. Il y a plein d'idées. Et donc ça, donc le dessin de la station, il est sur le Scania. Oui, donc la station, elle est sur le Scania. Mais il a donc un petit frère. Enfin, le Scania, un petit frère qui est l'Iveco, qui est tout autant décoré. C'est tout autant décoré, l'Iveco, puisqu'on s'est pris au jeu. Et du coup, avec Jennifer, mon amoureuse, on s'est dit, allez,
on joue le jeu, donc on a appelé Erwan et on lui a dit, allez, hop, on revient. On revient, on t'en ramène un deuxième et on recommence. Et donc l'Iveco, Jennifer m'a dit, ce qui serait bien, c'est que le premier parle de ta famille. Et tu as repris l'entreprise en 2006. Et ce qui serait bien, c'est que l'Iveco, il parle de toi et de ta vie un peu. Donc du coup, elle a absolument voulu que je sois dessus. D'accord. Donc je suis dessus. Erwan m'a dessiné sur le camion. Alors d'un côté, il y a un côté qui est moins rigolo que l'autre, mais c'est un hommage aussi à mes copains qui sont disparus. Donc j'ai mon copain Toutoun qui s'est tué sur l'autoroute en camion. Donc son camion est sur mon Iveco avec son nom. Et sur la voiture de rallye, en fait, c'est le prénom Emilien. Qui était avec vous. Qui était avec moi à faire du rallye. Avec le chien. Et puis derrière, il y a un magnifique ours. Oui. Parce que les enfants me disent que je suis un ours grincheux. Donc ils ont dit ça à Erwan. Et Erwan a dit, ah, bah, si tu es un ours grincheux, on va faire un magnifique ours derrière. Donc il a fait un magnifique ours. Et comme je suis toujours au bilot, il a fait une paire de chaussures de sécurité complètement usées à côté de l'ours. Qui montre vos heures passées au travail. Voilà, qui montre mes heures passées au travail. Et puis de l'autre côté, j'ai fait la surprise à Jennifer, puisque c'est ses yeux qu'il y a sur le côté du camion. D'un côté, il l'a appelé Fred Story, où il y a mes copains. Et de l'autre côté, on l'a appelé Terre de Touraine. D'accord. Pour la Touraine, donc il m'a dessiné des rangs de vigne, une fleur de lys, l'emblème de la Touraine, ma vieille dépanneuse. Oui. Ma vieille dépanneuse. Et l'immatriculation de la dépanneuse, c'est le 4-11 JD 79, c'est la date d'anniversaire, la date de naissance de Jennifer. Donc c'était écrit que vous alliez être ensemble. Voilà. Donc non, c'est moi qui ai décidé d'immatriculer la voiture. Ah, ok. Voilà, la plaque d'immatriculation, c'est le 4 novembre, JD pour Jennifer doublé et 79. Et on devait partir en voyage en Islande, donc Erwan m'a dit, ah bah je te fais l'Islande, la carte de l'Islande avec le crabe, qui est l'emblème de l'Islande. Et le Covid est arrivé, et nous ne sommes pas partis en Islande. Mais on a l'Islande sur le camion. Puis vous partirez en Islande à un autre moment, voilà. c'est pas un problème. Et donc du coup, sur le côté, il y a marqué la phrase, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, de André Malraux. C'est un peu votre mantra. Voilà. Et pour revenir au Scania, j'ai oublié une petite information. Le Scania s'appelle, son nom en fait, le PK 267. Oui. Parce que c'est le point kilométrique de la station à Sainte-Maure. Entre Paris, donc la station est à 267 km de Notre-Dame de Paris, qui est le point zéro à Paris. Ok. D'accord. Le point zéro à Paris, c'est Notre-Dame de Paris. Les points kilométriques partent de Notre-Dame de Paris en fait. Ah ok, je savais pas. Voilà. Et donc la station est à 267 km de Notre-Dame de Paris. C'est pas si loin. Voilà. Ok. Mais en plus de la peinture, donc de tout le travail d'Erwan à l'aérographe, il y a d'autres modifications qui ont été apportées sur les camions. Alors, oui, de l'esthétique. Oui. Voilà, donc en fait, le camion allait être présenté donc, au mois de septembre au bouchon. Donc il fallait pas que le camion soit vu de personne. Ah oui. Donc le camion s'est promené donc entre le fabricant était à La Rochelle, donc on a fait, il était fabriqué à La Rochelle. De La Rochelle, on est monté à Nantes. Chez Erwan, quand ils ont eu fini, il est redescendu à La Rochelle parce qu'il y avait encore quelques modifs à faire dessus, mais il fallait attendre que la peinture soit finie. Ah, on en a fait des trajets entre Saint-Épin, Nantes, La Rochelle, La Rochelle, Saint-Épin. Donc on s'est promené là. Et donc du coup, je l'ai ramené un soir de La Rochelle. J'ai attendu qu'il fasse nuit pour rentrer. Et donc les modifications, on a fait des carénages dessus. Donc il y avait des parties à peindre, on a rajouté une casquette, des lumières. Donc ça, à l'époque, Polytruck avait son entrepôt de fabrication à Saint-Épin. Donc Pierre m'avait donné les clés avec l'alarme. Il m'a dit quand tu arrives, tu me le recules dedans pour que personne ne le voie. Donc on a rentré le camion, il était 11h le soir. C'est top secret quoi. Ouais, je suis rentré le soir, il était 11h de La Rochelle, j'ai attendu sur l'autoroute. Je suis rentré, je l'ai rentré dans son entrepôt, puis après on a tout démonté, on a pris les mesures, il a fait des carénages sur mesure, il a fait une casquette sur mesure. Donc après il y a eu toute la face avant à démonter qui a été peint chez LR Carrosserie à Marcilly. Donc voilà, et après quand tout a été peint, je suis parti un matin à 5h, toujours avec les clés à Pierre. Je l'ai emmené chez Scania Val de Loire à Tours pour qu'il branche toute l'électricité dessus.
Oui. Donc toutes les lumières des carénages, toutes les rampes de phare et tout. Donc voilà. Et quand il a été prêt chez Scania, je l'ai encore ramené un soir et je l'ai ramené chez un copain à Sainte-Maure qui a actuellement le garage Renault, qui est John Larose, et qui m'a caché le camion le vendredi soir dans l'entrepôt au fond derrière, qui était à peu près on était à 500-600 mètres en fait de l'animation du bouchon. Donc vous pouviez vous faire repérer. Ben ouais, donc le camion était caché, on a acheté une bâche, on a bâché le camion, j'avais juste la cabine, et en fait on a emmené le camion bâché au bouchon. Ouais. Et vous avez fait la grande révélation. Voilà, on a fait la grande révélation au bouchon du camion. Ah, c'était une organisation. Ah oui, c'était sport là. Ah, c'était très sport. Quoi. Ah ouais. James Bond. Ok. Bah oui, carrément. Carrément. Ok, trop drôle. Ah, puis les Vécos, ça a été plus simple, parce que c'était en plein Covid en fait. Oui, donc il y avait moins de monde. Donc on l'a pris, on l'a ramené, puis on l'a ramené là et on l'a présenté, puisqu'il n'y avait pas de manifestation, sur une page Facebook en fait qui s'appelle Les 24 heures du Mans Camion, qui est gérée par Valérie et Jean-Pierre Hamelin. Donc c'est eux qui gèrent et je leur avais dit, bah écoute, on les avait rencontrés en 2019 au Mans, on avait super sympathisé, j'y avais dit, bah, quand l'Iveco sortira, en fait les premières photos elles seront sur ta page Facebook, voilà, en exclu pour vous. Voilà. Parce que les rassemblements, c'est vraiment des rencontres. Ah oui, on a fait de très très belles rencontres. Il y a des gens, mon ami Looping qui est en Alsace, là on le voit une fois par an au Mans. On se voit comment en fait? On se voit jamais. Bah oui, il est loin. Il y a des rencontres, on se voit sur des petits rassemblements, mais c'est très rare, on se croise, mais c'est une fois dans l'année quoi. Et voilà, c'est des gens à qui on a envoyé un calendrier cette année. On les voit pas, et voilà, on met les calendriers dans les enveloppes et on leur offre le calendrier. C'est des gens qui comptent. Ouais, puis c'est des gens que après on se voit via les réseaux sociaux, via tout ça. Mais physiquement, on se voit une fois par an. Une, 2 fois. Valérie, on se voit un peu plus souvent, ils sont pas très loin d'ici, ils sont en Mayenne. Mais ouais, on se voit 4-5 fois par an sur les rassemblements. Donc voilà. On voit que vous êtes quelqu'un de très sentimental et attaché aux personnes, et vous faites aussi beaucoup de photos avec vos camions. Et je crois qu'il y a quelque chose qui relie un peu tout ça. Une anecdote particulière Oui, donc on avait fait un shooting photo avec Alain Joly, qui est photographe à Tours, qui est animateur aussi sur France Bleu Touraine. C'est lui qui vous avait interviewé pour oui, c'est par lui rapport qui à la m'avait station. interviewé quand j'ai sorti le Scania en fait. Il avait fait, ça s'appelait Les entreprises qui réussissent, ou je sais plus trop l'émission. Mais voilà. Mais j'ai l'interview encore. Okay. Et donc Alain, je l'appelle en disant, bah tiens, je voudrais que tu fasses des photos pour l'Iveco. Donc il est venu le 18 décembre. On a fait des photos, on s'est bien parlé. On lui a dit, tiens, bon, on se marie demain. Parce que Jennifer était là. Jennifer a fait des photos avec moi. Et Jennifer lui dit, ah ouais, il fait des photos de son camion et il est même pas foutu d'avoir un photographe pour son mariage. Et du coup, Alain dit, eh ben, je peux même pas venir demain parce que j'ai une famille qui fait des photos de famille en fait, en portrait. Et ben il dit, c'est mort quoi. Bon, je dis, c'est pas grave, tant pis. Et donc Alain m'a appelé la veille du mariage à 21h en me disant, les gens à qui je dois faire des photos de moi en Covid. Parce que c'était l'époque, oui. C'était l'époque du Covid, donc 2019. Et il m'a dit, bah, je viens demain matin vous faire une photo de mariage. Donc le lendemain matin, il est revenu à Saint-Épion. Et il nous a suivis toute la journée pour le mariage. Et il nous a fait un magnifique reportage photo. Trop bien. Voilà. C'est des événements comme ça. Ça c'est les uns dans les autres. Et on a fait des photos du camion et des photos du mariage. On avait des photos de tout. C'est super bien. Voilà. Et ça vous fait un souvenir encore en plus par rapport au mariage? Oui, voilà, ouais. Donc, c'est super. Frédéric, merci pour toutes ces réponses détaillées. Maintenant, j'ai quelques questions qui n'étaient pas vraiment prévues. On va faire une petite séquence tu préfères où il y a juste, il faut répondre du tac au tac. D'accord. Et voilà, il y a 2 propositions. Il faut juste dire laquelle on choisit. Voilà. Il y en a 5. C'est rapide, c'est juste comme ça. Est-ce que tu préfères ton Scania ou ton Iveco? Mon Scania, parce que c'est le premier. Oui. Le GNR ou le gaz de chauffage? Le fioul de chauffage. Le fioul de chauffage, pardon. En plus, un point pour moi. J'ai pas de préférence. Ok. Le GNR pour les agriculteurs, alors tout le monde est convivial, mais mes petits anciens qui nous attendent avec le café. Car il était avec moi et du coup il sait ce que c'est. J'y avais dit, bah tiens, on boit pas le café là.
Pourquoi? Parce que la prochaine cliente, tu vas voir, quand on va arriver, les tasses sont déjà sur la table et on va boire le café. Et on est arrivé, les tasses étaient sur la table et elles nous attendaient pour le café avant la livraison. Ah, c'est mignon ça. Voilà. Ok. Il y a une vraie relation qui s'installe aussi avec les clients. Enfin. J'ai des clients, je sais, par exemple hier j'étais à Sainte-Maure, j'ai une mamie, je suis arrivé, la tasse était, le mazagran était sur la table, les petits gâteaux, les chocolats, voilà. Je sais que j'ai le droit, il y a des maisons, je sais que quand j'arrive, la boîte de gâteaux est sur la table, le café est déjà chaud et voilà. Oh, donc fuel, GNR, non, pas de préférence. Ok. La Peugeot Fuchsia ou les camions? Camion. Okay. Même s'il a les 205, parce qu'il y en a eu 3. Oui. Donc, mais voilà. Les deux, mais une préférence pour mes camions. Ok. La N10 ou la 10? Ah, la Nationale 10. Oui. Je m'attendais un peu. Meilleur souvenir que l'autoroute. Oui. Voilà. Oui, oui, forcément. Café ou chocolat? Parce qu'il y a les deux dans le bureau. Chocolat le matin, ouais, au petit déjeuner, moi aussi. Mais café l'après-midi. Ok. Voilà. C'est pour ça qu'il y a les deux. C'est pour ça qu'il y a les deux. Et enfin, Le Mans ou Nogaro? Nogaro. Okay. Sans hésiter. C'est... Ah, il n'y a rien à voir. Ouais, je dirais que Nogaro, c'est famille, c'est magique. Ouais. D'abord parce qu'on défile dans le village en camion. Oui. On se gare dans le village. Tout le monde est garé à l'arrache. Et c'est la fête. Et c'est moche ce que je vais dire, mais il y a des chauffeurs à qui on va discuter à Nogaro et qui ne touchent pas le sol au Mans en fait. Voilà. C'est-à-dire, ils sortent pas de leur camion? Si, mais ils se prennent pour des dieux au Mans. Ah, ouais. Ah parce que le contexte est différent. Le contexte est complètement différent et il y en a que tu vas aller voir à Nogaro qui vont te dire bonjour, des petites manifestations, ils vont discuter avec toi. Et les mecs, quand ils arrivent au Mans, c'est Dieu quoi. Bah non en fait, t'es pas Dieu. Voilà. Oh, donc ouais, Nogaro. Alors le Mans c'est magique aussi, hein. Mais je préfère beaucoup les... Voilà. Je préfère être dans des petites manifestations. Alors même si Nogaro c'est très gros, mais c'est très très familial. Voilà. Et puis Denis c'est mettre les gens à l'aise. C'est magique. Okay. Nogaro, je pense qu'on le refera. Okay. Parce que c'est magique. Et bah, on appelle ça, voilà, avec mon pote David et Jean-Paul. David était descendu avec son vieux Saviem et Jean-Paul son Kenworth. Et ben nous on était, c'est famille, c'est amis, c'est le pèlerinage. On va en pèlerinage à Nogaro. Voilà. Donc voilà. Ok, super. Bah, merci pour ces petites réponses, même avec des bons éléments de contexte quand même. Merci de nous avoir accueillis aussi ici, chez toi, dans ton entreprise. Nous, on se retrouve prochainement pour une vidéo en immersion avec Frédéric, encore une fois. Il va nous montrer tout son quotidien et comment ça se passe chez les gens, chez les agriculteurs, quand il se fait livrer, parce que forcément pour livrer des gens, il faut avoir déjà de la cargaison. L'envers du décor. Voilà, on va voir tout l'envers du décor, comment ça se passe, du matin très très tôt au soir quand même assez tard, parce que c'est des longues journées quand même. L'activité est pas morte du tout. D'ici là, abonnez-vous à notre chaîne, likez, commentez la vidéo et on se retrouve très vite pour plein d'autres contenus. À très vite.